L'histoire s'intitule « Le marteau de Dieu ». Le petit village de Bowen Beacon était perché au sommet d'une colline si escarpée que la haute tour de son église semblait un pic au sommet d'une petite montagne. Contre l'église se trouvait une forge, généralement rougeoyante, et dont le sol était couvert de marteaux et de ferrailles. En face de la forge, de l'autre côté d'un carrefour de sentiers pavés, se trouvait le sanglier bleu, la seule auberge de l'endroit. C'est à ce carrefour, à l'aube d'un jour d'argent et de plomb, que deux frères se rencontrèrent et échangèrent quelques paroles. L'un commençait sa journée, tandis que l'autre la terminait. Le révérend et l'honorable Wilfred Bowen étaient très dévots. Ils se rendaient à l'église pour se livrer à quelque austère exercice de prière ou de contemplation. Le colonel et honorable Bowen, son frère aîné, n'était pas du tout dévot. Il était assis, vêtu de ses vêtements de soirée, sur un de ses bancs, devant le sanglier bleu, buvant ce qu'un observateur philosophe eût été libre de considérer comme son dernier verre du mardi ou son premier verre du mercredi. Le colonel s'en souciait peu. Les Bowen étaient une de ces rares familles aristocratiques anglaises qui remonta au Moyen-Âge, et leur oriflamme avait réellement vu la Palestine. Mais ce serait une grave erreur de croire que ces grandes maisons conservent jalousement leurs traditions chevaleresques. Seuls les pauvres conservent leurs traditions. Les aristocrates sont régis non pas par la tradition, mais par la mode. Les Bowen avaient été des viveurs sous le règne d'Anne, et des dandys sous le règne de Victoria. Comme beaucoup d'anciennes familles, ils s'étaient corrompus au cours de ces 2 derniers siècles, pour devenir des ivrognes ou des mondains dégénérés. On parlait même tout bas de certains cas de folie. Il y avait certes quelque chose d'anormal dans l'avidité avec laquelle le colonel se livrait au plaisir, et la résolution chronique qu'il prenait à ne pas rentrer chez lui avant l'aube semblait une bien malsaine forme d'insomnie. C'était un grand gaillard bien bâti, d'âge mûr, mais qui avait conservé les cheveux remarquablement blonds. Il aurait eu l'aspect léonin si ses yeux bleus profondément enfoncés dans leurs orbites et trop rapprochés l'un de l'autre n'avaient paru noirs. Il avait de longues moustaches jaunes surmontées de chaque côté par un pli profond, descendant de la narine à la mâchoire, de sorte qu'un ricanement semblait gravé sur son visage. Par-dessus son habit, il portait un curieux surtout jaune qui ressemblait davantage à une robe de chambre qu'à un manteau. Et il s'était planté sur l'occiput un chapeau extraordinaire d'un vert criard avec de larges bords. À l'évidence, quelque curiosité orientale, trouvée par hasard. Il mettait une certaine fierté à s'exhiber dans un costume aussi incongru, car il savait qu'en le portant, il pouvait le faire paraître convenable. Son frère, le vicaire, avait les cheveux de la même couleur et de la même élégance, mais il était boutonné jusqu'au menton dans son habit noir. Son visage rasé avait une expression raffinée et un peu nerveuse. Il ne semblait vivre que pour sa religion, mais certains disaient, et le forgeron presbytérien était de cet avis, que c'était plus par amour de l'architecture gothique que pour l'amour de Dieu, et que s'il hantait l'église comme un revenant, c'était pour satisfaire, certes d'une manière moins vulgaire, cette même soif morbide de beauté qui poussait son frère vers les femmes et le vin. Ce grief n'était guère justifié, car personne n'aurait pu contester la pieuse activité du vicaire. Certains villageois, dans leur ignorance, ne pouvaient comprendre son penchant pour la solitude et la prière. Ils ne pouvaient admettre qu'au lieu de s'agenouiller devant l'autel, il préféra souvent s'isoler dans quelque retraite secrète, dans la crypte, dans la tribune, ou même dans le clocher. Wilfred traversait la cour de la forge pour entrer dans l'église, lorsqu'il s'arrêta et fronça légèrement les sourcils, en voyant le regard caverneux de son frère, fixé dans la même direction. Il ne perdit pas son temps à envisager l'hypothèse que le colonel pût trouver quelque intérêt à l'église. Ce ne pouvait donc être qu'à l'échoppe du forgeron, quoique celui-ci, en tant que puritain, ne comptât pas parmi ses ouailles. Wilfred Bowen avait eu vent de certains scandales concernant sa femme, dont la beauté était célèbre dans le pays. Il lança un regard soupçonneux vers l'appentis, tandis que le colonel, éclatant de rire, se levait pour parler. « Bonjour, Wilfred, dit-il. Tu vois qu'en bon seigneur, je passe mes nuits à veiller sur mes gens. Je vais de ce pas rendre visite au forgeron. » Wilfred baissa les yeux et répondit. « Le forgeron est sorti. Il est allé à Greenford. »« Je sais, reprit l'autre avec un sourire, et c'est précisément pourquoi je vais lui rendre visite. »« Norman, dit l'ecclésiastique en fixant un caillou sur la route, ne crains-tu pas la foudre ?»« Que veux-tu dire » demanda le colonel. «
Depuis quand tu t'occupes de la météorologie? Je veux dire, reprit Wilfred sans lever les yeux, ne crains-tu pas que Dieu te frappe un jour dans la rue? Mille excuses, répondit le colonel. Je découvre ton goût du folklore. Et toi du blasphème, riposta le vicaire, piqué au vif, dans le point le plus sensible de sa nature. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu devrais au moins craindre l'homme. L'aîné leva les sourcils. Craindre l'homme? Répéta-t-il poliment. Barnes le forgeron est l'homme le plus fort qui soit, à 10 lieues à la ronde, répondit sévèrement le clergyman. Je sais que tu n'es ni un faible ni un lâche, mais il pourrait sans peine te jeter de l'autre côté du mur. Cette réplique fit son effet, car elle était justifiée, et le sillon qui striait la joue du colonel Bohun se creusa sous ses narines. Son visage se contracta un instant en un lourd rictus. Puis il retrouva sa brutale bonne humeur et éclata de rire, révélant 2 rangées de dents presque canines sous ses moustaches. « En tout cas, mon cher Wilfred, dit-il avec insouciance, le dernier des Bohun a bien fait de sortir casqué. » Et il enleva son curieux couvre-chef vert pour montrer qu'il était doublé d'acier. Wilfred reconnut un léger casque japonais ou chinois appartenant à une panoplie qui ornait le hall familial. « Le premier chapeau qui se trouvait à ma portée, expliqua son frère d'un air détaché. Il faut toujours prendre le premier chapeau et la première femme qui vous tombe sous la main. » Le forgeron est allé à Greenford, dit Wilfred tranquillement. L'heure de son retour est incertaine. Il tourna sur ses talons, entra dans l'église tête baissée, et se signa comme pour chasser loin de lui un esprit impur. Il espérait pouvoir oublier la grossièreté de son frère, dans la fraîche pénombre du cloître gothique. Mais il était écrit que ses paisibles exercices de piété seraient troublés ce matin-là. Lorsqu'il entra dans l'église, d'ordinaire déserte à cette heure matinale, un homme à genoux se leva rapidement et marcha vers la porte. Quand le vicaire le vit apparaître en plein jour, il s'arrêta surpris. Ce fidèle matinal n'était autre que l'idiot du village, un neveu du forgeron, qui ne pouvait ni voulait se soucier de l'église, ni de rien d'autre. On l'appelait partout Joe le fou, et il ne semblait pas avoir d'autre nom. C'était un solide gaillard. Il avait le dos voûté, la face lourde, le teint pâle, des cheveux sombres et lisses, et la bouche toujours ouverte. Quand il passa devant le prêtre, celui-ci ne sut rien déchiffrer, dans son attitude hébétée, qui put lui faire deviner pourquoi il était entré dans l'église. Il ne l'avait jamais vu prier auparavant. À quelles étranges prières pouvait-il s'être livré? Wilfred Bohun resta planté sur place assez longtemps pour voir l'idiot sortir au soleil, et son frère le hélait avec une familiarité moqueuse. Il vit alors le colonel jeter des sous dans la bouche ouverte de Joe, comme on jette du pain dans la gueule d'un chien. Cette odieuse image baignée de soleil, où s'exprimait toute la stupidité et toute la cruauté de ce monde, força enfin Lastet à chercher un refuge purificateur dans la prière. Il s'assit sur un banc dans la tribune, sous un vitrail qu'il aimait particulièrement, et qui avait le don de calmer ses esprits. C'était un vitrail bleu, avec un ange portant des lys. Là, il oublia peu à peu l'idiot avec sa face livide et sa bouche de poisson. Il oublia son frère arpentant le village comme un lion, maigre et toujours affamé. Il sombra dans la contemplation des couleurs douces et froides, des floraisons d'argent et du ciel de saphir. C'est là que Gibbs, le cordonnier du village, qu'on avait dépêché vers lui en toute hâte, le trouva une demi-heure plus tard. Il se leva rapidement, comprenant qu'il fallait une raison grave pour que Gibbs vînt le chercher dans cette retraite. Comme le sont souvent les cordonniers du village, celui-ci était athée, et sa présence dans l'église était encore plus extraordinaire que celle du fou Joe. Cette matinée était décidément pleine d'énigmes théologiques. « Qu'y a-t-il » demanda Wilfred Bohun avec quelque raideur, en tendant une main tremblante vers son chapeau. L'athée parla d'un ton qui, venant de lui, était singulièrement respectueux et même sympathique. « Excusez-moi, monsieur, murmura-t-il d'une voix rauque, mais nous avons cru bien faire de vous prévenir immédiatement. Je crains que quelque chose de terrible ne soit arrivé, monsieur, votre frère. » Wilfred frappa ses mains frêles l'une contre l'autre. « Quelle abomination a-t-il encore commise » s'écria-t-il sans pouvoir maîtriser son émotion. « C'est que, monsieur, reprit le cordonnier après avoir toussé, je crains qu'il n'ait rien fait, et qu'il ne fasse plus rien. J'ai bien peur qu'il n'ait péri. Vous feriez vraiment mieux de venir voir, monsieur. » Le vicaire suivit le cordonnier. Ils descendirent un court escalier en colimaçon et aboutirent à une sortie qui dominait la rue.
D'un coup d'œil, Bohun comprit la tragédie qui s'étalait à ses pieds, comme un planisphère. Dans la cour de la forge se tenaient 5 ou 6 hommes vêtus de noir et un inspecteur en uniforme. Parmi eux se trouvait le médecin, le ministre presbytérien et le prêtre d'une chapelle catholique du voisinage, fréquentée par la femme du forgeron. Le prêtre parlait à voix basse avec une grande animation à la femme éplorée, une magnifique créature aux cheveux d'or roux qui sanglotait désespérément sur un banc. Entre ces deux groupes, non loin des tas de marteaux, était étendu un homme en habit de soirée, les bras en croix, le visage contre terre. D'où il se trouvait, Wilfred pouvait reconnaître tous les détails de son costume, jusqu'au bague de famille à ses doigts. Mais le crâne n'était qu'une tache hideuse, une étoile noire et sanglante. Wilfred Bohun, passé un regard de surprise, descendit précipitamment les marches qui menaient à la cour. Le docteur, qui était le médecin de famille, le salua. Mais il n'y prit pas garde, il ne put que balbutier. « Mon frère est mort. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est cet horrible mystère ?» Il y eut un silence gêné. Puis le cordonnier, qui était le plus hardi de l'assemblée, répondit. « Oui, monsieur, c'est horrible, mais ce n'est pas un mystère. »« Que voulez-vous dire » demanda Wilfred en pâlissant. « C'est assez simple, » répondit Gibbs. « Il n'y a qu'un seul homme, à 10 lieues à la ronde, qui puisse asséner un coup comme celui-là. Et c'est précisément celui qui avait les meilleures raisons de le faire. »« Nous ne pouvons préjuger de rien, » dit avec agitation le médecin. « Un homme de haute taille et à la barbe noire. Mais je puis corroborer ce que dit M. Gibbs concernant la nature du coup. Il a été appliqué avec une force incroyable. M. Gibbs prétend qu'un seul homme dans le pays pourrait en être capable. Quant à moi, je serais plutôt tenté de croire que personne n'a assez de force. » Un frisson superstitieux secoua le corps frêle du vicaire. « Je vous comprends mal, dit-il. »« Monsieur Bohun, reprit le médecin d'une voix sourde, toutes les comparaisons restent en dessous de la vérité. Je ne puis même pas dire que le crâne a été réduit en miettes, comme une coquille d'œuf. Des fragments d'os ont pénétré dans le corps et dans le sol comme des balles dans un mur de terre glaise. Seul un géant a pu commettre ce meurtre. » Et il se tut un instant, scrutant gravement le corps à travers ses lunettes, puis il ajouta. « La chose présente un avantage, c'est que, du coup, nous pouvons rayer presque tout le monde de la liste des suspects. Si vous ou moi ou n'importe quel homme de structure normale était accusé de ce crime, on ne songerait pas davantage à le condamner qu'à condamner un enfant pour avoir volé la colonne Nelson. C'est bien ce que je dis, reprit le cordonnier avec entêtement. Il n'y a qu'un seul homme qui a pu faire le coup, et c'est l'homme qui avait toutes les raisons de le faire. Où est Siméon Barnes, le forgeron? Il est allé à Greenford, bégaya le vicaire. Ou plus vraisemblablement en France, murmura le cordonnier. Il n'est ni à Greenford ni en France, dit d'une voix faible et incolore le petit prêtre catholique qui s'était joint au groupe. Le fait est qu'il gravit la route, là-bas, et se dirige vers nous. Les cheveux rudes et bruns du petit prêtre et sa large figure ronde ne présentaient rien de particulièrement intéressant. Mais eût-il été beau comme Apollon, personne ne l'aurait regardé en cet instant précis. Tout le monde se tourna vers le sentier qui serpentait dans la plaine. Au bas de la colline, le forgeron Siméon avançait vers eux, en effet à grandes enjambées, son marteau sur l'épaule. C'était un colosse osseux, avec des yeux profonds, sombres et sinistres, et une barbe noire. Il dévisait tranquillement, en marchant, avec 2 autres hommes, et quoique son humeur ne fût jamais particulièrement gaie, il semblait tout à son aise. « Mon Dieu !» cria le cordonnier hâté. « Et voilà le marteau dont il s'est servi. »« Non !» répliqua l'inspecteur, un homme d'aspect intelligent avec une moustache blonde, qui parlait pour la première fois. « Le marteau dont il s'est servi est là-bas, contre le mur de l'église. Nous l'avons laissé ainsi que le corps exactement tel que nous l'avons trouvé. » Ils se retournèrent et le prêtre marcha vers le mur pour examiner en silence l'instrument du meurtre. C'était un marteau exceptionnellement léger, qui n'avait pas de quoi attirer l'attention. Mais au bord de son fer, on pouvait voir des traces de sang et quelques cheveux blonds. Après un silence, le prêtre, sans lever les yeux, prit la parole et sa voix sourde se fit plus claire. « Monsieur Gibbs se trompe, dit-il lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas de mystère. Pourquoi un homme aussi fort choisirait-il pour asséner un tel coup un si petit marteau? »« Oh, peu importe, s'écria Gibbs, fiévreusement. Qu'allons-nous faire de Siméon Barnes? »« Laissez-le tranquille, dit le prêtre avec calme. Il vient ici de lui-même.
Je connais les deux hommes qui l'accompagnent. Ce sont de braves gens de Greenford. Ils viennent ici au sujet de la chapelle presbytérienne. » Il n'avait pas fini de parler que le grand forgeron tourna le coin de l'église et pénétra dans la cour. Il s'arrêta brusquement et son marteau lui échappa des mains. L'inspecteur, toujours correct et impénétrable, alla immédiatement vers lui. « Je ne vous demanderai pas, monsieur Barnes, dit-il, si vous savez ce qui s'est passé ici. Vous n'êtes pas forcé de me répondre. J'espère que vous n'en savez rien et que vous serez en mesure de le prouver. Mais je dois procéder à la formalité de votre arrestation, au nom du roi, pour le meurtre du colonel Norman Bowen. »« Vous n'êtes pas obligé de parler, dit le cordonnier avec une agitation empressée. C'est à eux de tout prouver. Ils n'ont même pas encore prouvé que ce cadavre avec la tête écrasée est bien celui du colonel Bowen. »« Voilà un argument qui ne tient pas, dit le médecin, prenant le prêtre à part, et qui sort tout droit d'un roman policier. C'est une invention digne d'une histoire de détective. J'ai plus d'une fois soigné le colonel et je connaissais son corps mieux qu'il ne le connaissait lui-même. Il avait de fort belles mains, mais très caractéristiques. Le deuxième et le troisième doigt étaient exactement de la même longueur. Oh, il n'y a pas de doute, c'est bien le colonel. » Il tourna les yeux vers le corps mutilé, couché sur le sol, et le regard dur du forgeron immobile suivit la même direction. « Le colonel Bowen est mort ?» dit-il sans se départir de son calme. « Alors il est damné. »« Ne dites rien, oh, ne dites rien !» cria le cordonnier hâté, en célébrant par une danse extatique son admiration pour la loi anglaise. Car nul n'est plus respectueux de la loi que le parfait anticlérical. Le forgeron tourna vers lui son impassible visage de fanatique. « C'est bon pour vous, infidèles de ruser comme des renards, parce que la loi de ce monde vous favorise, dit-il. Mais Dieu protège les siens en son sein, comme vous allez le voir. » Puis il désigna du doigt le corps du colonel et demanda « Quand ce chien est-il mort dans le péché ?»« Modérez votre langage, dit le médecin. Modérez le langage de la Bible, et je modérerai le mien. Quand est-il mort ? Je l'ai vu en vie à 6 heures ce matin, balbutia Wilfred Bowen. Dieu est bon, dit le forgeron. Monsieur l'inspecteur, je ne demande pas mieux que vous m'arrêtiez. C'est vous, je crois, qui pourriez y trouver quelques objections. Je ne demande pas mieux que de quitter le tribunal lavé de tout soupçon. Mais vous préféreriez sans doute ne pas le quitter avec une pénible erreur à votre actif. Pour la première fois, le solide inspecteur regarda le forgeron avec intérêt. Les autres en firent autant, sauf le petit prêtre qui continua à examiner le marteau qui avait porté ce coup terrible. « Il y a 2 hommes là, dehors, continua le forgeron avec une lucidité solennelle, des négociants de Greenford que vous connaissez tous. Ils jureront m'avoir vu, de minuit jusqu'à bien après l'aube, dans la salle des séances de notre mission. Le comité doit siéger toute la nuit, tant nous avons d'âmes à sauver. À Greenford même, plus de 20 personnes pourront prêter le même serment. Si j'étais païen, monsieur l'inspecteur, je vous laisserais vous enferrer dans votre erreur. Mais étant chrétien, je me crois obligé de vous offrir cette occasion de sortir d'embarras et de vous demander si vous préférez entendre mon alibi maintenant ou devant le tribunal. » L'inspecteur parut légèrement troublé et dit « Je serais naturellement trop heureux de pouvoir vous relâcher dès à présent. » Le forgeron sortit de la cour avec la même démarche aisée et rejoignit ses 2 amis de Greenford qui étaient, en effet, bien connus de tous les assistants. Chacun d'eux fit une courte déclaration, et personne ne songea à mettre en doute leur témoignage. Lorsqu'ils eurent parlé, l'innocence de Siméon se trouva aussi solidement établie que la haute église qui dominait la scène. Un silence s'ensuivit, un de ces silences plus étranges et plus pénibles que toute parole. À tout hasard, comme pour alimenter la conversation, le vicaire dit au prêtre catholique « Ce marteau semble bien vous intéresser, père Brown. »« Oui, il m'intéresse, dit le père Brown. Pourquoi est-il si petit ?» Le médecin se tourna vers lui. « Par Dieu, c'est vrai, s'écria-t-il. Qui songerait à employer un petit marteau lorsqu'il y en a 10 autres plus lourds à porter ?» Puis, baissant la voix, il dit à l'oreille du prêtre « Ce ne peut être qu'une personne incapable d'en soulever un plus lourd. Ce n'est pas tant la force ou le courage qui diffèrent les sexes, c'est la conformation des muscles de l'épaule. Une femme hardie peut tuer 10 hommes avec un léger marteau sans sourciller, mais elle ne pourrait tuer un insecte à l'aide d'un marteau lourd. » Wilfred regardait le docteur avec une sorte d'horreur hypnotique, tandis que le père Brown, la tête légèrement inclinée sur l'épaule, lui prêtait une oreille attentive. Il reprit avec plus d'énergie. «
Pourquoi ces idiots s'imaginent-ils toujours que la seule personne qui haïsse l'amant d'une femme soit son mari? 9 fois sur 10, la personne qui a le plus raison de haïr l'amant est la femme. Qui sait quels outrages, quelles trahisons elle n'a pas subies? Regardez! Il désigna d'un geste furtif la femme rousse sur le banc. Elle avait enfin relevé la tête et les larmes séchaient sur son beau visage. Mais ses yeux fixés sur le cadavre avaient un éclat électrique qui évoquait la folie. Le révérend Wilfred Bowen fit un geste vague, comme s'il renonçait à approfondir le mystère. Mais le père Brown, tout en époussetant sa manche de quelques cendres provenant du feu de la forge, dit de sa voix indifférente. « Vous êtes comme tant de médecins. Vos connaissances en psychologie sont hautement intéressantes. Ce sont vos connaissances physiques qui ne tiennent pas debout. Je reconnais que la femme séduite désire plus souvent se défaire de son complice que le mari trompé, et j'admets avec vous qu'une femme choisira toujours un léger marteau, de préférence à un gros. Mais nous ne nous en heurtons pas moins à une impossibilité matérielle. Aucune femme au monde n'aurait pu broyer ainsi le crâne d'un homme. » Puis il ajouta pensivement après un silence. « Ils n'ont pas étudié l'affaire dans tout son ensemble. La victime portait un casque d'acier, et le coup l'a brisé comme du verre. Regardez cette femme. Regardez ses bras. » Il y eut un nouveau silence. Puis le médecin dit d'un ton bourru. « Je puis me tromper, c'est possible. On peut trouver des objections à tout. Mais je maintiens ce que je disais tantôt. Seul un idiot a pu employer ce petit marteau lorsqu'il pouvait en prendre un gros. » Soudain Wilfred Bowen porta ses mains maigres et tremblantes à sa tête, comme pour en arracher une dernière touffe de cheveux. Puis après un instant, il les laissa retomber et s'écria. « Voilà le mot que j'attendais. Vous avez dit le mot. » Il continua, maîtrisant son émotion. « Vous venez de dire seul un idiot a pu employer ce petit marteau. »« Oui, dit le médecin. Eh bien. »« Eh bien, répondit le vicaire, seul un idiot l'a fait. » Les yeux de ses deux compagnons se fixèrent sur lui, et il poursuivit avec une agitation fébrile, quasi féminine. « Je suis un prêtre, s'écria-t-il d'une voix tremblante, et ce n'est pas un prêtre de répandre le sang. Je veux dire qu'il ne doit pas faire condamner personne, et je rends grâce au ciel d'avoir découvert le criminel, car c'est un criminel qu'on ne peut condamner. »« Vous n'allez pas le dénoncer ?» demanda le médecin. « Il ne serait pas pendu, même si je le dénonçais, » répondit Wilfred, avec un sourire égaré mais heureux. « Quand je suis entré dans l'église ce matin, j'y ai trouvé un simple d'esprit en prière, ce pauvre Joe, qui n'a jamais eu toute sa tête. Dieu sait pourquoi il priait, mais il n'est pas invraisemblable de supposer que les prières de ces esprits malades vont à rebours des autres. Il est probable qu'un lunatique prie avant de tuer un homme. Or, quand j'ai vu pour la première fois ce pauvre Joe, il se trouvait avec mon frère. Mon frère le raillait. »« Pardieu !» s'écria le médecin. « Voilà qui est parlé. Mais comment expliquez-vous » Le révérend Wilfred tremblait presque, tout à l'excitation de sa découverte. « Ne voyez-vous pas s'écria-t-il fiévreusement, que c'est la seule théorie qui tienne compte des deux mystères, qui résolve les deux problèmes. Les deux problèmes sont le petit marteau et le coup formidable. Le forgeron aurait pu asséner le coup, mais il n'aurait pu choisir ce marteau. Sa femme aurait choisi ce marteau, mais il n'aurait pu asséner le coup. Le fou peut avoir fait l'un et l'autre. En ce qui concerne le petit marteau, étant simple d'esprit, il ne s'est pas arrêté pour choisir. Et quant au coup, n'avez-vous jamais entendu dire, docteur, qu'au cours d'un accès de folie, un maniaque peut avoir la force de 10 hommes? Le médecin respira profondément et dit « Parbleu, je crois que vous avez trouvé. » Le père Brown était resté le regard rivé sur l'orateur, et ses gros yeux de ruminant éclairaient étrangement son visage banal. Lorsque le vicaire se tut, il dit enfin, avec un respect marqué, « Votre théorie, monsieur Bowen, est la seule qui tienne compte des faits, et qui semble absolument irréfutable. C'est pourquoi je me crois obligé de vous dire que je tiens de source certaine que ce n'est pas la bonne. » Sur ce, le bizarre petit homme s'éloigna et se plongea dans la contemplation du marteau. « Ce gaillard semble bien trop informé, » murmura le médecin à l'oreille de Wilfred. Puis il ajouta d'un ton bourru, « Ces prêtres papistes sont diablement rusés. »« Non, non, » dit Bowen comme égaré par la fatigue. « C'est le fou. Ce ne peut être que le fou. » Le groupe formé par les deux ecclésiastiques et le médecin s'était écarté du groupe officiel, au centre duquel se tenait l'inspecteur et l'homme qu'il venait d'arrêter.
Comme les 3 hommes se trouvaient à présent dispersés, leur attention se porta de nouveau sur le forgeron. Brown leva les yeux, puis les baissa de nouveau, en entendant celui-ci dire à haute voix: « J'espère que je vous ai convaincu, inspecteur. Je suis fort, comme vous le dites, mais pas au point de pouvoir lancer mon marteau de Greenford jusqu'ici. Mon marteau n'a pas d'aile pour voler durant 1 kilomètre, par-dessus les champs et les haies. » Le policier sourit amicalement et répondit: « Non, je crois que vous pouvez vous considérer hors de cause, quoique ce soit bien la bien curieuse coïncidence qui soit. Tout ce que je vous demanderai, c'est de nous prêter assistance pour démasquer cet homme aussi fort que vous. Parbleu, vous pourriez être utile, ne serait-ce que pour le maîtriser. Je suppose que vous n'avez aucune idée. »« Je pourrais bien avoir une idée, » dit le pâle forgeron, « mais il ne s'agit pas d'un homme. » Puis, voyant que les regards se portaient sur sa femme, assise sur le banc, il mit sa large main sur son épaule et ajouta: « Ni d'une femme. »« Que voulez-vous dire » dit l'inspecteur plaisamment. « Vous ne pensez tout de même pas qu'une vache puisse brandir un marteau ? » ?»« Je ne pense qu'aucune main mortelle n'a touché ce marteau, » dit le forgeron d'une voix étouffée. « Pour dire les choses simplement, je crois que cet homme était seul lorsqu'il est mort. » Wilfred fit un brusque mouvement en avant et fixa le forgeron de ses yeux brûlants. « Vous prétendez donc, Barnes, » fit le cordonnier de sa voix aiguë, « que c'est le marteau qui a sauté à la tête de cet homme pour l'assommer ? Oh, vous pouvez me railler et rire sous cape. Mes beaux messieurs, » cria Siméon, « et vous aussi, clergymen, qui, vous nous contez le dimanche comment le Seigneur frappa Sennachérib dans la solitude. Je crois pour ma part que celui qui se tient invisible dans chaque maison a défendu l'honneur de la mienne et a abattu le corrupteur devant ma porte. Je crois que la main qui a asséné ce coup est la même qui provoque les tremblements de terre, ni plus ni moins. » Wilfred dit d'une voix altérée: « J'ai dit moi-même à Norman de redouter la foudre. »« Cette puissance échappe à ma juridiction, » dit l'inspecteur avec un léger sourire. « Vous n'échappez pas à la sienne, » riposta le forgeron. « Ne l'oubliez pas. » Et tournant son large dos à la compagnie, il rentra chez lui. Le père Brown entraîna à l'écart le malheureux Wilfred et lui parla avec bienveillance. « Éloignons-nous de cette scène d'horreur, monsieur Bowen, » dit-il. « Puis j'entrai dans votre église. On m'a dit que c'était l'une des plus anciennes d'Angleterre. Les vieilles églises anglaises, allez savoir pourquoi, m'intéressent beaucoup, » ajouta-t-il avec une grimace comique. Wilfred Bowen ne sourit pas, car l'humour n'avait jamais été son fort. Mais il acquiesça avec empressement à cette proposition, trop heureux de montrer les splendeurs gothiques de son église à un visiteur susceptible de plus de sympathie que le forgeron presbytérien et le cordonnier athée. « Très volontiers, » répondit-il, « entrons de ce côté. » Et il gravit les degrés vers l'entrée latérale. Le père Brown se préparait à le suivre, lorsqu'il sentit quelqu'un lui toucher l'épaule. Il se retourna et vit derrière lui la silhouette sombre et maigre du médecin. « Monsieur, » dit celui-ci, la voix dure et l'œil soupçonneux, « vous semblez connaître quelques secrets liés à cette sombre affaire. Puis-je vous demander si vous comptez le garder pour vous? »« Mon cher docteur, » répondit le prêtre en souriant d'un air plaisant, « un homme de mon métier gardera naturellement pour lui ce dont il doute, puisqu'il est constamment obligé de garder pour lui ce dont il est certain. Mais si vous croyez que j'ai manqué au devoir de la politesse en gardant le silence, j'irai jusqu'à l'extrême limite que me permet mon ministère. Je vous fournirai 2 données très importantes. »« Eh bien, monsieur, » dit le médecin d'un ton morose. « D'abord, » dit le père Brown avec calme, « l'affaire rentre entièrement dans votre département. Elle appartient à la science physique. Ce forgeron se trompe, non pas tant, peut-être, en disant que le coup fut frappé par Dieu, mais certainement en y voyant l'effet d'un miracle. Ce n'est pas un miracle, docteur, sauf peut-être en ce sens que l'homme lui-même en est un, avec son cœur étrange, pervers et à demi héroïque. La force qui écrasa ce crâne est bien connue des hommes de science. C'est l'une des lois de la nature les plus souvent discutées. » Le médecin le regardait avec attention, les sourcils froncés, et dit simplement: « Et l'autre donnée ? » ?»« La voici, » dit le prêtre. « Vous souvenez-vous de la manière dont le forgeron, quoiqu'il ait foi dans les miracles, railla la possibilité que son marteau ailé ait pu, comme dans un conte de fées, voler pendant 1 kilomètre. » Oui, dit le médecin, je m'en souviens. Eh bien, conclut le père Brown avec un sourire épanoui, cette hypothèse de conte de fées est, de toutes celles que l'on a émises aujourd'hui, celle qui se rapproche le plus de la vérité. Et sur ces mots, il fit demi-tour et escalada les marches à suivre du vicaire. Le révérend Wilfred l'avait attendu, pâle d'impatience,
comme si ce retard achevait de l'exaspérer. Il le conduisit immédiatement vers son coin favori de l'église, cette partie de la tribune, proche de la voûte sculptée, qui était éclairée par le merveilleux vitrail, où se dessinait un ange. Le petit prêtre romain explora tous les recoins de l'église avec admiration, bavardant gaiement à mi-voix. Au fil de cette étude, il découvrit la partie latérale et l'escalier tournant par lequel Wilfred était descendu pour retrouver son frère mort. Et il escalada avec l'agilité d'un singe. Sa voix claire retentit alors sur une plateforme au-dessus. « Venez ici, monsieur Bohun, cria-t-il. L'air vous fera du bien. » Bohun le suivit et émergea sur une sorte de balcon, à l'extérieur de l'église, d'où l'on pouvait contempler la plaine infinie où se dressaient leurs petites collines, avec ses bois, ses villages et ses fermes, qui s'étendaient à perte de vue jusqu'à l'horizon violet. En dessous d'eux se dessinait nettement, tout petit, le carré de la cour de la forge, où l'inspecteur continuait à prendre des notes et où le cadavre gisait encore comme une mouche écrasée. « Cela pourrait être la carte du monde, n'est-ce pas ?» dit le père Brown. « Oui, dit Bohun, très gravement, en inclinant la tête. Immédiatement au-dessous d'eux, et tout autour d'eux, les lignes de l'édifice gothique plongeaient dans le vide avec une rapidité vertigineuse, évoquant l'idée du suicide. L'énergie titanesque de l'architecte du Moyen-Âge donne toujours cette impression. De quelque point de vue où l'on se place, pour la regarder, elle semble toujours fuir, comme le dos puissant d'un cheval emballé. Cette église avait été taillée dans de vieilles pierres silencieuses. Elle était rongée de mousse et tachée de nids d'oiseaux. Et pourtant, vue d'en bas, elle jaillissait comme une fontaine vers les étoiles. Et vue d'en haut, comme les deux ecclésiastiques la regardaient en ce moment, elle tombait telle une cataracte dans un gouffre muet. Il se trouvait en présence de l'aspect le plus terrible de l'art gothique, de ses monstrueux raccourcis, de ses disproportions, de ses vertigineuses perspectives, de sa façon d'envisager les grandes choses petites et les grandes choses grandes, d'un monde de pierres renversées, suspendues en plein ciel. Des détails de sculpture, énormes par leur proximité, se détachaient sur un fond de champs et de fermes que l'éloignement faisait paraître lilliputien. Un oiseau sculpté dans un coin semblait un énorme dragon, rampant ou volant, dévastant les prés et les villages de la plaine. L'atmosphère même était étourdissante et dangereuse. Ils avaient l'impression de planer dans le ciel, soutenus par les ailes de quelques gigantesques génies. Et cette vieille église tout entière, aussi vaste et aussi riche qu'une cathédrale, semblait planer sur la campagne ensoleillée comme une trombe de nuages. Je trouve qu'il y a quelque chose de dangereux à rester perché sur ces hauteurs, même pour prier, remarqua le père Brown. Les hauteurs ont été créées pour que l'on lève les yeux vers elles, non pour qu'on les abaisse depuis leur sommet. Voulez-vous dire que l'on risque de tomber? Demanda Wilfred. Je veux dire que notre âme peut choir, même si notre corps reste sauf. Je vous comprends mal, murmura Bohun, d'une voix indistincte. Regardez ce forgeron, par exemple, murmura le père Brown avec calme. C'est un brave homme, mais ce n'est pas un chrétien. Il est dur, impérieux, implacable. Eh bien, sa religion écossaise a été fondée par des hommes qui priaient au sommet des montagnes et au bord des précipices, et qui apprirent plus à mépriser la terre qu'à priser le ciel. L'humilité est la mère des géants. On voit de grandes choses depuis la vallée. On n'en voit que des petites depuis ce sommet. Mais il ne l'a pas fait, dit Bohun en tremblant. Non, dit l'autre d'une voix bizarre. Nous savons bien qu'il ne l'a pas fait. Après un moment, il reprit en laissant errer sur les plaines ses yeux calmes et gris. J'ai connu un homme, dit-il, qui commença par prier avec les autres devant l'autel, mais qui préféra bientôt s'isoler dans des endroits élevés, tels que les recoins ou les niches de la tour de son église. Se trouvant un jour dans une de ces vertigineuses retraites, où le monde entier semblait tourner autour de lui comme une roue, la tête lui tourna aussi, et il se crut Dieu. C'est ainsi que ce brave homme commit un grand crime. Wilfred avait détourné la tête, mais ses mains osseuses, qui serraient le parapet de pierre, devinrent blancs et bleus. Il crut que c'était à lui qu'il appartenait de juger le monde et de frapper le pécheur. Il n'aurait jamais eu cette idée s'il s'était agenouillé comme tout le monde sur les dalles de l'église. Mais il vit les autres hommes qui erraient sous ses pieds comme des insectes.
Il en vit un, surtout, qui se pavanait juste en dessous de lui, et dont l'insolence était rendue plus évidente encore par un chapeau vert clair, un insecte venimeux. Quelques corneilles croissèrent derrière le coin de la tour, mais elles furent les seules à rompre le silence, et le père Brown continua. Vint s'ajouter à la tentation le fait qu'il avait en main l'une des plus terribles forces de la nature, la gravitation, cette chute folle et accélérée par laquelle toutes les créatures de la terre, une fois abandonnées à elles-mêmes, s'envolent vers son cœur. Regardez, l'inspecteur arpente en ce moment la forge, en dessous de nous. Si je laissais tomber un caillou de ce parapet, il aurait acquis la force d'un boulet de canon avant de l'atteindre. Si je laissais tomber un marteau, ne ce fût-ce qu'un petit marteau. Wilfred Bowen enjamba le parapet, mais le père Brown l'empoigna par le collet. Pas par ce chemin-là, dit-il doucement. Ce chemin conduit en enfer. Bowen chancela, s'appuya au mur et le regarda, terrifié. Comment savez-vous tout cela? Cria-t-il. Êtes-vous un démon? Je suis un homme, répondit gravement le père Brown, et je porte par conséquent tous les démons dans mon cœur. Écoutez-moi, ajouta-t-il après un silence. Je sais ce que vous avez fait. Je puis du moins en deviner la plus grande partie. Lorsque vous avez quitté votre frère, vous étiez secoué par une indignation, d'ailleurs justifiée. Dans un mouvement de rage, vous vous êtes emparé d'un petit marteau, avec la tentation de le frapper pour lui faire rentrer ces blasphèmes dans la bouche. Vous vous êtes ravisé. Vous avez glissé le marteau sous votre habit, et vous vous êtes précipité dans l'église. Vous avez prié passionnément, dans plus d'un endroit, devant le vitrail angélique, sur la plateforme au-dessus, et sur une plateforme encore plus élevée, d'où vous pouviez voir le chapeau oriental du colonel ramper dans la cour comme un scarabée vert. Alors, quelque chose s'est brisé dans votre âme, et vous avez laissé tomber la foudre de Dieu. Wilfred porta faiblement la main à la tête et demanda à voix basse. « Comment savez-vous que son chapeau ressemblait à un scarabée vert? »« Oh, cela, dit l'autre avec l'ombre d'un sourire, c'est une affaire de bon sens. Mais écoutez-moi, je dis que je sais tout cela, mais personne d'autre ne le saura. C'est à vous d'agir maintenant. Je n'agirai plus davantage, et je vais sceller cet entretien du sceau de la confession. Si vous me demandez pourquoi, j'ai beaucoup de raisons, dont une seule vous concerne. Je vous laisse libre d'agir, parce que vous n'êtes pas encore enfoncé profondément dans le crime. Vous ne vous êtes pas efforcé de détourner les soupçons sur le forgeron, ni sur sa femme, alors que vous auriez aisément pu le faire. Vous vous êtes efforcé de le détourner sur le fou, mais parce que vous saviez qu'il n'en souffrirait pas. C'est mon métier de découvrir ces mouvements de générosité chez les assassins. Et maintenant, descendons au village et allez votre chemin, libre comme le vent, car j'ai dit là mon dernier mot. Ils descendirent l'escalier en colimaçon dans un profond silence, et émergèrent au soleil à côté de la forge. Wilfred Bowen ouvrit avec précaution le loquet de la grille de bois de la cour, et à l'endroit l'inspecteur il déclara simplement « Je viens me livrer à vous. J'ai tué mon frère. » Fin. L'histoire s'intitule « Les étoiles filantes ». Le plus beau crime que j'ai jamais commis, avait coutume de dire Flambeau, dans sa vertueuse vieillesse, fut aussi, par une singulière coïncidence, mon dernier. C'était un jour de Noël. Je m'étais toujours efforcé, en artiste, d'harmoniser mes crimes avec la saison de l'année, ou avec les paysages dans lesquels je me trouvais, choisissant telle terrasse ou tel jardin comme décor, comme un sculpteur choisit l'emplacement de son groupe. Un gentilhomme campagnard devrait toujours être dévalisé dans une chambre lambrissée de chêne, tandis qu'un commerçant devrait se trouver inopinément sans le sou, parmi les lumières et les paravents du café riche. En Angleterre, lorsque je désirais soulager un évêque de ses richesses, ce qui n'est pas aussi commode que vous pourriez le penser, je m'arrangeais pour l'encadrer, si je peux m'exprimer ainsi, dans les vertes pelouses et les tours grises de quelques vieilles cathédrales. De même en France, lorsque j'étais parvenu à extorquer quelques sommes d'argent à un paysan avare, ce qui est à peu près impossible, je me plaisais à voir sa face indignée se détacher sur une ligne grise de peupliers et sur un de ces horizons solennels propres aux plaines de la Gaule, dont s'inspira le puissant génie de Millet. Mon dernier crime a donc été un crime de Noël, un crime joyeux et confortable,
un crime de Charles Dickens. Je l'ai accompli dans une bonne vieille maison bourgeoise près de Putney, à laquelle les voitures accédaient par une allée particulière. Une de ces maisons dont le nom est inscrit sur la grille extérieure et dont l'entrée se vantait d'un araucaria. Je m'arrête là, vous voyez ce que je veux dire. Je dois vraiment que mon pastiche de Dickens était assez habile et qu'il y avait quelques qualités littéraires. Il est presque dommage que je me sois repenti ce soir-là. Flambeau contait alors son histoire de son point de vue, du point de vue de l'acteur. Même ainsi, cette histoire est loufoque. Mais du point de vue du spectateur, elle devient parfaitement incompréhensible. Et c'est ainsi que le profane doit l'étudier. On peut dire qu'elle commence au moment où la porte d'entrée de la maison en question s'ouvrit sur le jardin, et où une jeune fille en sortit pour nourrir les oiseaux. L'après-midi du lendemain de Noël. Sa jolie tête était éclairée par des yeux bruns au regard franc. Elle était à un tel point enveloppée de fourrure brune que ses cheveux se confondaient avec sa pelisse. N'aurait été son charmant visage, elle lui ressemblait à un petit ours trottant dans l'avenue. L'après-midi d'hiver tira à sa fin, et la lumière rouge du soir envahissait déjà les parterres dénudés, comme si elle avait voulu y répandre les âmes des roses fanées. D'un côté de la maison se trouvait l'écurie, de l'autre une allée de lauriers conduisait vers le jardin situé derrière. Après avoir jeté son pain aux oiseaux, pour la 4e ou 5e fois ce jour-là, car le chien l'a mangé à chaque fois, la jeune fille traversa discrètement l'allée des lauriers et entra dans un petit bois d'yeuses verdoyantes. Là, elle poussa un cri de surprise, spontané ou de circonstance, les yeux fixés sur une silhouette quelque peu fantastique, un califourchon sur le mur du jardin, au-dessus de sa tête. « Oh, ne sautez pas, monsieur Crook !» cria-t-elle avec un certain émoi. « C'est beaucoup trop haut. » L'individu qui chevauchait ce mur mitoyen, comme il eût chevauché un cheval ailé, était un grand jeune homme d'aspect anguleux, avec des cheveux noirs coiffés en brosse et des traits intelligents, voire distingués. Son teint mat lui donnait un aspect quelque peu exotique, que rendait plus évident encore la cravate rouge qu'il arborait d'une manière provocante, et qui semblait la seule partie de ses vêtements dont il prit quelque soin. Peut-être était-ce un symbole. Il ne tint aucun compte de la prière de la jeune fille, et bondit comme une sauterelle à côté d'elle, au risque de se casser une jambe. « Je crois que j'étais destiné à être un cambrioleur, » dit-il flegmatiquement. « Et je ne doute pas que je le serais devenu si le destin ne m'avait pas fait naître dans cette jolie maison d'à côté. Tant mieux d'ailleurs. »« Comment pouvez-vous dire une chose pareille ?» protesta la jeune fille. « Pourquoi pas ?» dit le jeune homme. « Si vous êtes né du mauvais côté des murs, je ne vois pas le mal qu'il y a à l'escalader. »« Je ne sais jamais ce que vous allez dire ou faire, dit-elle. »« Je n'en sais souvent rien moi-même, répliqua M. Crook. En tout cas, je suis du bon côté du mur à présent. »« Et quel est le bon côté du mur ?» demanda la jeune fille en souriant. « Celui où vous trouvez, dit le jeune homme. » Comme il se dirigeait par l'allée de laurier, vers le devant de la maison, on entendit la trompe d'une auto sonner 3 fois, de plus en plus près, et un coupé vert pâle très élégant glissa comme un oiseau jusqu'à la porte d'entrée, où il s'arrêta en vrombissant. « Oh là !» dit le jeune homme à la cravate rouge. « Voilà quelqu'un qui semble en tout cas né du bon côté. Je ne savais pas, Miss Adams, que votre Père Noël était aussi moderne que cela. Oh, c'est mon parrain, Sir Leonard Fisher. Il vient toujours nous voir le lendemain de Noël. » Puis, après un silence innocent qui trahissait inconsciemment un certain manque d'enthousiasme, Ruby Adams ajouta: « Il est très bon pour moi. » Le journaliste John Crook avait entendu parler de cet éminent magnat de la cité, et il avait fait son possible pour que ce magnat entendit aussi parler de lui, puisqu'il y avait fait son affaire dans certains articles du Clairon et de l'Air Nouvelle. Mais il ne dit mot, et assista d'un air morose au déchargement de l'auto qui prit un certain temps. Un grand chauffeur impeccable, vêtu de vert, descendit du siège de devant, et un petit laquais tout aussi irréprochable, vêtu de gris, descendit du siège de derrière. À eux deux, ils déposèrent Sir Léopold sur les marches de l'entrée et se mirent à le déballer, comme ils auraient fait d'un paquet fragile. Il fallut attendre qu'ils enlèvent, l'une après l'autre, une quantité de couvertures qui eussent suffi à fournir un bazar, des fourrures appartenant à toutes les bêtes de la création et des écharpes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, pour qu'enfin on puisse distinguer quelque chose qui ressemblât à une forme humaine, la forme d'un vieux monsieur très aimable.
d'aspect étranger, portant le bouc et frottant l'un contre l'autre ses gros gants fourrés avec un sourire épanoui. Bien avant que cette révélation soit complète, les 2 battants de la porte du porche avaient été ouverts, et le colonel Adams, le père de la jeune fille aux fourrures, s'était avancé pour accueillir son illustre hôte. C'était un homme de haute taille, au teint hâlé, d'aspect taciturne. Une toque rouge qu'il portait comme un fez lui donnait l'aspect d'un sirdar ou d'un pacha anglais en Égypte. Il était accompagné de son beau-frère, récemment arrivé du Canada, un jeune gentleman farmer, quelque peu exubérant, avec une barbe blonde répondant au nom de James Blount. Auprès de lui se trouvait également la silhouette insignifiante d'un prêtre de l'église catholique voisine. La femme défunte du colonel ayant été catholique, les enfants, comme c'est souvent le cas, avaient été élevés dans la même religion. Tout semblait commun dans ce prêtre, jusqu'au nom de Brown. Le colonel trouvait pourtant un certain plaisir à sa compagnie, et l'invitait fréquemment à ses fêtes de famille. Le hall d'entrée de la maison était assez vaste pour contenir Sir Léopold et ses couvertures. En fait, le porche et le vestibule étaient exceptionnellement larges, en proportion de la maison, et formaient en quelque sorte une grande salle, avec la porte d'entrée à une extrémité et l'escalier à l'autre. Lorsque le groupe eut atteint le grand foyer du hall, au-dessus duquel se trouvait suspendue l'épée du colonel, le déchargement se trouva enfin terminé, et tous les hôtes, y compris le sombre Crook, furent présentés à Sir Léopold Fisher. Ce vénérable financier semblait pourtant encore embarrassé par quelque partie de son luxueux équipement. Il parvint enfin à extraire de la poche mystérieuse d'une des basques de sa jaquette un écrin noir, de forme ovale. Le cadeau de Noël destiné à sa filleule. Avec une naïve vanité qui avait quelque chose de désarmant, il montra l'écrin à tous les assistants. Puis il l'ouvrit d'un coup de pouce, et ils reculèrent éblouis. Il avait l'impression de recevoir, dans les yeux, le jet d'une fontaine de cristal, sur un fond de velours rouge, comme 3 œufs dans un nid. 3 diamants éclatants semblaient incendier l'atmosphère autour d'eux. Fisher souriait avec bienveillance, et buvait du regard avec délice l'étonnement extatique de la jeune fille, la rude admiration et les remerciements bourrus du colonel, et l'émerveillement de tous. « Je vais les mettre à leur place maintenant, ma chérie, dit Fisher, en glissant l'écrin dans la poche d'où il l'avait tiré. J'ai dû être sur mes gardes en venant. Ce sont les 3 célèbres diamants africains, ceux qu'on appelle les étoiles filantes, parce qu'on les a volés tant de fois. Tous les grands criminels sont sur leurs traces. C'est à peine si j'ai pu empêcher les vagabonds, qui errent par les rues et se glissent dans les hôtels, de fouiller mes poches. J'aurais pu me retrouver privé de ces pierres en chemin. Cela n'aurait rien eu d'impossible. Rien de plus naturel même, grommela l'homme à la cravate rouge. Je n'aurais pas blâmé ces malheureux pour cela. Puisque vous ne leur donnez pas même une pierre quand ils demandent du pain. Ils peuvent bien la prendre eux-mêmes. Je ne veux pas que vous parliez ainsi, s'exclama la jeune fille, rougissant brusquement. Vous ne parlez ainsi que depuis que vous êtes devenu un abominable je ne sais quoi. Comment appelez-vous déjà un homme qui veut embrasser les ramoneurs de cheminée? Un saint, dit le père Brown. Je pense, dit Sir Léopold avec un sourire dédaigneux, que Ruby veut dire un socialiste. Un radical n'est pas un homme qui ne vit que de radis, remarqua Crook impatiemment. Un conservateur ne conserve pas forcément des confitures. De même, je vous assure, le vœu le plus cher d'un socialiste n'est pas celui de passer la soirée avec un ramoneur. Un socialiste veut simplement voir toutes les cheminées bien ramonées, et tous les ramoneurs bien payés pour le faire. Mais il vous interdit, murmura le prêtre, de posséder même votre propre suie. Crook lui jeta un regard curieux, tempéré d'un certain respect. Peut-on désirer posséder de la suie? Demanda-t-il. Ce n'est pas impossible, répondit Brown d'un air rêveur. J'ai entendu dire que les jardiniers peuvent l'utiliser. Et un jour de Noël, où un prestidigitateur nous avait fait faux bond, j'ai rendu 10 enfants parfaitement heureux, rien qu'en les barbouillant de suie. Splendide, cria Ruby. Faites-nous la même chose aujourd'hui. Monsieur Blount, l'exubérant Canadien, élevait déjà la voix pour applaudir à cette idée, tandis que le financier, surpris, protestait énergiquement lorsqu'on frappa à la double porte d'entrée. Le prêtre ouvrit, et le jardin apparut de nouveau avec ses yeuses et son araucaria, se détachant en noir sur un merveilleux coucher de soleil violet. La scène ainsi encadrée était d'un coloris si étrange
comme la toile de fond d'un décor, que tout le monde oublia l'espace d'un instant, le personnage insignifiant arrêté devant la porte. Il portait les vêtements poussiéreux et râpés d'un simple commissionnaire. « Monsieur Blount est-il ici ?» demanda-t-il en tendant une lettre, avec quelque hésitation. Monsieur Blount sursauta et cessa brusquement d'applaudir. Après avoir déchiré l'enveloppe, avec une curiosité évidente, il lut la lettre. Son visage s'assombrit brièvement, puis s'éclaira de nouveau, et il se tourna vers son beau-frère. « Je suis honteux de me montrer si importun, dit-il, avec le gai formalisme propre aux coloniaux. Mais cela vous dérangerait-il beaucoup si un ancien camarade venait me voir ici ce soir pour affaire? Au fait, vous le connaissez peut-être. C'est Florian, le fameux acrobate et comique français. Je l'ai rencontré voilà des années dans l'Ouest. Blount était un Canadien français. Et il paraît qu'il a une affaire à traiter avec moi. Quoique j'ignore ce que cela peut bien être. Naturellement, naturellement, répondit le colonel. Du moment, mon cher, que c'est votre ami, il contribuera sans doute à égayer notre soirée. Il se noircira le visage au besoin, si c'est là ce que vous voulez dire, s'écria Blount en riant. Et il nous distribuera des yeux au beurre noir, ça m'est égal, je ne suis pas raffiné. J'aime l'ancienne pantomime, où on aplatissait son chapeau en s'asseyant dessus. Pas sur le mien, je vous prie, dit Sir Léopold avec dignité. Allons, allons, dit Crook, d'un air dégagé. Ne prenez pas la mouche. Il y a de plus mauvaises farces que celle-là. L'antipathie que Fischer ressentait pour le jeune homme, à la cravate rouge, en raison de ses opinions subversives et de son intimité évidente avec sa jolie filleule, le poussa à dire, de son ton le plus caractéristique et le plus pédant, « Il est certain que vous avez déjà dû imaginer de plus mauvaises farces que de vous asseoir sur un chapeau haut de forme. Pourriez-vous nous donner un exemple? » « En faisant asseoir un chapeau haut de forme sur vous, par exemple, dit le socialiste. « Voyons, voyons, cria le fermier canadien, avec une lourde bonhomie. Ne gâtons pas cette joyeuse soirée. Je propose d'organiser quelque chose. Si cela vous déplaît, nous n'allons pas noircir nos figures et nous n'allons pas nous asseoir sur nos chapeaux. Mais nous ferons quelque chose de ce genre-là. Pourquoi ne pas organiser une véritable pantomime anglaise, à l'ancienne mode? Pierrot, Colombine, etc. J'en ai vu une avant de quitter l'Angleterre, lorsque je n'avais pas 12 ans, et elle n'a cessé depuis lors de m'enflammer l'imagination comme un feu de joie. À mon retour l'an dernier, j'ai vu que cela avait disparu. Je n'ai plus assisté qu'à un tas de mauvaises petites féeries. Je m'attendais à retrouver un tisonnier ardent et un policeman transformé en chair à saucisse. Et je n'ai vu que des princesses faisant de la morale au clair de lune, des oiseaux bleus ou des trucs du même genre. J'aime mieux Barbe Bleue, pour ma part, surtout lorsqu'il se transforme en pantalon. Je ne demande pas mieux que de transformer un policeman en chair à saucisse, dit John Crook. C'est une merveilleuse définition du socialisme que celle donnée tantôt. Mais nous ne trouverons jamais les costumes nécessaires. Bien sûr que si, dit Blount, transporté par son idée. Rien ne s'arrange plus vite qu'une harlequinade. Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on peut y blaguer tant qu'on veut, et ensuite parce que tous les objets nécessaires se trouvent dans une maison. Table, porte essuie-mains, panier à linge sale et autres choses du même goût. C'est vrai, dit Crook, en arpentant le hall, mais je crains de ne pouvoir vous procurer l'uniforme d'un policeman. Je n'en ai pas tué récemment. Blount fronça les sourcils d'un air pensif, durant 1 minute, puis se frappa la cuisse. « Nous y sommes, cria-t-il. J'ai l'adresse de Florian sur moi, et il connaît tous les costumiers de Londres. Je vais lui téléphoner d'apporter un uniforme avec lui. » Et il bondit sur le téléphone. « Oh, ces fameux parrains !» s'écria Ruby en dansant sur place. « Je serai Colombine et vous serez Pantalon. » Le millionnaire se redressa tout drapé, d'une sorte de fierté païenne. « Je crois, ma chérie, dit-il, qu'il vous faudra chercher quelqu'un d'autre pour Pantalon. »« Je serai Pantalon, si vous voulez, dit le colonel Adams, retirant son cigare de la bouche, et parlant pour la première fois. « On devrait vous ériger une statue, s'exclama le Canadien, revenant radieux du téléphone. Tous les rôles sont distribués. Monsieur Crook fera le clown, il est journaliste et connaît toutes les vieilles farces. Je puis être harlequin, il ne faut pour cela que de longues jambes et savoir sauter. Mon ami Florian m'a dit au téléphone qu'il apportera le costume. Il se changera en route. Nous pouvons jouer dans ce hall. Les spectateurs s'assiéront sur le large escalier.
une rangée au-dessus de l'autre. La porte d'entrée fera le fond de la scène. Fermée, elle représentera un intérieur anglais. Ouverte, un jardin au clair de lune. Tout s'arrange merveilleusement. Et saisissant un morceau de craie, de billard, qu'il se trouvait avoir en poche, il traça une ligne sur le plancher du hall, à mi-chemin entre la porte et l'escalier, pour indiquer l'emplacement de la rampe. Comment un tel banquet de folie fut jamais prêt à temps, c'est une énigme que nous ne tenterons pas de résoudre. Mais les hôtes se mirent à la besogne, avec ce mélange d'ingéniosité et de témérité qui fleurit dans une maison lorsque la jeunesse l'envahit. Et la jeunesse avait envahi cette maison ce soir-là. Quoique tous les assistants ne pussent peut-être distinguer les deux visages et les deux cœurs d'où elle sortait. Comme il arrive toujours, les imaginations furent d'autant plus hardies que le milieu bourgeois dont elles tiraient leurs matériaux était timide et conventionnel. La Colombine parut charmante, dans une jupe à crinoline qui ressemblait étrangement au grand abat-jour du salon. Pierrot et Pantalon se blanchirent le visage avec de la farine que leur donna la cuisinière, et se le rougirent avec du fard, que leur procura une autre domestique qui, comme tous les véritables bienfaiteurs de la chrétienté, tint à conserver l'anonymat. C'est à grande peine qu'on put empêcher l'Arlequin, qui s'était déjà argenté à l'aide du papier d'étain de diverses boîtes à cigares, de démolir le vieux lustre pour se couvrir de ses cristaux resplendissants. Rien ne put le détourner de cette intention si Ruby n'avait retrouvé de vieux bijoux de strass qu'elle avait portés à un bal masqué comme reine des diamants. Dans son enthousiasme, l'oncle Blunt dépassait toutes les limites. Il était aussi fou qu'un écolier. Il coiffa à l'improviste le père Brown d'une tête d'âne en carton, que celui-ci conserva d'ailleurs avec patience, découvrant même le moyen d'en faire mouvoir les oreilles. Il alla jusqu'à tenter de fixer la queue de l'âne au basque de la jaquette de Sir Léopold Fisher, mais cette dernière facétie fut plutôt mal accueillie. « Mon oncle est absurde, » dit Ruby à Crook, autour des épaules duquel elle plaçait, le plus sérieusement du monde, un chapelet de saucisses. « Pourquoi est-il si fou ?»« Il est Arlequin, et vous Colombine, » répondit Crook. « Je ne suis que Pierrot qui débite les vieilles farces. »« J'aurais aimé que vous soyez Arlequin, dit-elle, et elle abandonna brusquement le chapelet de saucisses. Quoique le père Brown connût tous les détails de la mise en scène, et eût même provoqué l'enthousiasme de la troupe en transformant un coussin en bébé de pantomime, il s'assit dans l'auditoire et attendit le lever du rideau avec autant d'impatience qu'un enfant à sa première matinée. Il n'y avait que quelques spectateurs, des parents, un ou deux voisins, et les domestiques. Sir Léopold était assis sur le devant, et sa silhouette encore élargie par sa pelisse masquait une grande partie de la scène au petit ecclésiastique. Aucun critique d'art n'était là pour nous dire s'il perdit grand-chose. En tout cas, malgré son aspect chaotique, la pantomime ne fut pourtant pas sans mérite. Il y régnait une fièvre d'improvisation due surtout à Crook le clown. C'était en général un garçon intelligent, mais ce soir-là, il se trouvait inspiré par une omniscience téméritée, par une folie plus sage que le monde, celle qui transporte un homme qui a vu un instant une certaine expression sur un certain visage. Il devait soi-disant remplir le rôle de clown, mais il remplit aussi presque tous les autres, celui de l'auteur, pour autant qu'il y eût un auteur, du souffleur, du peintre, du décorateur, du régisseur, et surtout de l'orchestre. À intervalles réguliers, lors de cette représentation insensée, il se précipitait au piano, sans changer de costume, et attaquait quelque absurde mélodie populaire appropriée à la situation. Son meilleur moment, le meilleur moment de toute la soirée, fut lorsque la porte d'entrée s'ouvrit à deux battants, dévoilant le joli jardin éclairé par la lune, et dévoilant surtout le fameux invité, le grand Florian, déguisé en policeman. Pierrot au piano joua le chœur des policiers, les pirates de Penzance, mais des applaudissements assourdissants couvrirent sa musique. Chaque geste du grand comique était une imitation, merveilleuse, quoique discrète, de l'allure et des manières d'un policier. Arlequin sauta sur lui et le frappa sur le casque, tandis que le pianiste jouait. « Où avez-vous pris ce chapeau ?» Florian se retourna en simulant admirablement l'étonnement, et Arlequin le frappa de nouveau, le piano suggérant quelques mesures de « Alors nous en avons reçu un autre ».
Puis l'Arlequin se jeta dans les bras du policeman et l'entraîna dans sa chute, au milieu des cris et des applaudissements. C'est alors que le grand acteur français créa cette célèbre imitation du cadavre dont le souvenir n'est pas encore éteint à Putney. Il eût été presque impossible de croire qu'une personne vivante pût sembler à ce point inerte. L'athlétique Arlequin le jeta de côté et d'autre comme un sac, puis le brandit et le fit tourner au-dessus de sa tête, comme une massue, accompagné tout le long par les plus folles bouffonneries pianistiques. Lorsque Arlequin souleva de la scène le corps du policier pour rire, Pierrot joua « Je me réveille d'un rêve d'amour ». Lorsqu'il le chargea sur son dos, avec le sac sur l'épaule, et lorsqu'il le laissa retomber avec un bruit sourd, des plus réalistes, le loufoque au piano attaqua une mélodie dont les paroles étaient, paraît-il, « J'ai envoyé une lettre à mon ami et en chemin, je l'ai laissé tomber ». Mais alors que cette anarchie mentale atteignait son paroxysme, le père Brown perdit la scène de vue. Le magnat de la cité devant lui s'était levé et fouillait férocement ses poches. Il se rassit, farfouillant toujours, puis se leva de nouveau. Il sembla un instant sur le point de franchir la rampe. Puis il se contenta de jeter un regard furieux à Pierrot, assis au piano, et sortit brusquement de la pièce sans rien dire. Le prêtre continua de regarder la danse absurde et gracieuse d'Arlequin autour du corps inconscient de son ennemi. Avec un art réel, quoique encore imparfait, il dansa lentement en reculant vers la porte, pour aller dans le jardin plein de calme et de clair de lune. Son habit rapiécé couvert de papier de plomb et de strass, qui avait semblé trop brillant sous les feux de la rampe, prenait un aspect de plus en plus magique et argenté, au fur et à mesure qu'il s'éloignait, en dansant sous la lune. Le spectacle se terminait sous un tonnerre d'applaudissements. Lorsque Brown sentit une main se poser sur son bras, un domestique lui demanda tout bas de se rendre dans le bureau du colonel. Il suivit le domestique avec une inquiétude croissante. Celle-ci ne fut pas dissipée par le caractère à la fois solennel et burlesque de la scène qui l'attendait dans le bureau. Le colonel Adams s'y trouvait assis, encore en costume de pantalon, avec une petite boule au bout d'une baleine de corset, qui tremblait au-dessus de sa tête, mais avec une expression si désespérée dans ses pauvres yeux de vieillard qu'elle eût suffi à éteindre la gaieté d'une Saturnale. Sir Léopold Fisher était debout, appuyé à la cheminée, haletant d'un air tragique. « C'est pour une pénible affaire que je vous ai fait venir, père Brown, » dit Adams. « Le fait est que ces diamants que nous avons tous vus cet après-midi semblent avoir disparu de la poche de mon ami. Et comme » ajouta le père Brown en souriant de tous ses dents, « comme j'étais assis derrière lui. »« Rien de tel ne sera suggéré, » dit le colonel Adams, en lançant à Fischer un regard qui semblait indiquer que celui-ci venait d'émettre cette hypothèse. « Je ne veux vous demander que de me rendre un service, comme tout autre gentleman pourrait le faire, qui est de retourner mes poches, » acheva le père Brown. Et il s'empressa de le faire, exhibant 7 shillings et 6 pence, son billet de retour, un petit crucifix d'argent, un petit bréviaire et un bâton de chocolat. Le colonel l'observa un certain temps et dit « C'est davantage le fond de vos pensées que le fond de vos poches que je cherche à connaître, pour l'instant. Ma fille est une de vos ouailles, je le sais, et elle est depuis quelque temps... » « Elle a, » cria le vieux Fischer, « ouvert la maison de son père à un bandit socialiste qui affirme haut et fort qu'il n'aurait aucun scrupule à voler un Richard. Voilà où cela aboutit. Voilà le Richard. Et il n'en est pas plus riche. Si vous voulez savoir le fond de mes pensées, je ne demande pas mieux que de vous en faire part, dit Brown, avec quelque lassitude. Vous pourrez me dire ce qu'il vaut. La première chose qui me vient à l'esprit est ceci. Un homme qui projette de voler des diamants ne défend pas le socialisme. Il est plus vraisemblable, ajouta-t-il en souriant, qu'il l'attaque violemment. Les deux autres détournèrent les yeux et le prêtre continua. Voyez-vous, nous connaissons plus ou moins ces gens-là. Ce socialiste ne songerait pas plus à voler un diamant qu'à dérober une des pyramides d'Égypte. Nous devrions nous enquérir à l'instant du seul homme que nous ne connaissions pas, le gaillard qui jouait le policeman, Florian. Où peut-il bien être en ce moment? Je me le demande. Le pantalon se leva et sortit de la chambre. Un entr'acte s'ensuivit, durant lequel le millionnaire tint les yeux fixés sur le prêtre et le prêtre sur son bréviaire.
Lorsque le pantalon reparut, il dit d'une voix grave, staccato. Le policeman est encore couché sur la scène. Le rideau s'est levé 6 fois. Il est toujours couché là. Le père Brown laissa tomber son bréviaire et regarda devant lui, avec une expression de complète stupéfaction. Puis lentement, une lueur anima de nouveau ses yeux gris, et il commit ce remarquable coq à l'âne. « Je vous demande pardon, colonel, mais quand votre femme est-elle morte ?»« Ma femme ?» dit le soldat étonné. « Elle est morte il y a 1 an et 2 mois. Son frère James est arrivé juste 1 semaine trop tard pour la revoir. » Le petit prêtre bondit comme un lapin. « Venez, cria-t-il, avec une agitation extraordinaire. Il faut que nous voyions ce policeman. » Ils se jetèrent sur la scène dont le rideau s'était enfin refermé. Passant devant Pierrot et Colombine, qui semblaient trouver grand plaisir à causer à voix basse, et le père Brown se baissa sur le corps du comique policeman. « Du chloroforme, dit-il, en se relevant. Je viens seulement d'y songer. » Il y eut un silence de surprise. Puis le colonel dit lentement, « Expliquez-nous sérieusement, je vous prie, tout ce que cela signifie. » Mais le père Brown éclata de rire et s'efforça vainement de contenir cette explosion de gaieté. « Messieurs, dit-il entre 2 accès, je n'ai guère de temps de causer. Je dois courir après le voleur. Mais sachez que cet illustre acteur français qui jouait le policeman, ce merveilleux cadavre avec lequel Arlequin valsa, qu'il fit sauter dans ses bras et qu'il jeta dans tous les coins, n'était autre. La voix lui manqua et il se détourna pour courir. « Que quoi ?» cria Fisher dubitatif. « Qu'un vrai policeman, » répliqua le père Brown avant de s'évanouir dans la nuit. Dans des berceaux et des taillis, au fond du jardin, les lauriers et les yeuses dégagés sous le soleil de saphir et la lune argentée d'hiver, de chaudes couleurs méridionales. La gaieté verte des lauriers, balancée par le vent, l'indigo sombre de la nuit, le monstrueux cristal de la lune, composaient un tableau du romantisme le plus échevelé. Et parmi les hautes branches des arbres, montait un être étrange, à l'aspect plus irréel que romantique. Il resplendissait de la tête aux pieds, comme s'il était revêtu de 10 millions de lunes. La vraie lune l'éclairait à chaque instant, et illuminait une nouvelle portion de son corps. Mais il sauta, brillant et glorieux, d'un petit arbre dans ce jardin, sur un grand arbre dans le jardin voisin. Et il ne s'arrêta là que parce qu'une ombre s'était glissée sous le petit arbre, et l'avait incontestablement interpellé. « Eh bien, Flambeau, dit la voix, vous avez tout l'air d'une étoile filante, mais une telle étoile finit toujours par tomber. » L'éclatante créature d'argent, là-haut, semblait s'être penchée dans les lauriers, et certaine de pouvoir se sauver, écoutait la petite ombre en bas. « Vous n'avez jamais rien fait de mieux, Flambeau. C'était déjà malin de venir du Canada, avec un billet pris à Paris, je suppose. 1 semaine après la mort de Madame Adams, à un moment où personne n'aurait songé à poser des questions embarrassantes. C'était plus malin encore d'avoir suivi à la trace les étoiles filantes et découvert le jour de la visite de Fisher, mais dans ce qui suit, l'intelligence fait place au génie. Le vol des pierres n'était pour vous, je suppose, qu'un jeu d'enfant. Vous auriez pu l'exécuter en un tournement, de 100 manières différentes, plutôt que d'attacher la queue de l'âne au basque de l'habit de Fisher. Mais vous vous êtes surpassé. » Parmi le feuillage vert, la figure argentée semblait s'attarder, comme hypnotisée. Quoique la route restât libre derrière elle, elle écoutait parler l'homme au pied de l'arbre. « Oh oui, dit celui-ci, je sais. Je sais que vous n'avez pas seulement imaginé le projet de pantomime, mais que vous avez fait d'une pierre 2 coups. Vous vous prépariez à voler tranquillement les diamants, lorsqu'un complice vous a fait dire qu'on vous suspectait, et qu'un officier de police allait venir vous arrêter le soir même. Un vulgaire cambrioleur aurait été trop heureux du renseignement, et se serait sauvé. Mais vous êtes un poète, et vous avez déjà esquissé le plan de cacher les diamants dans le faux éclat de la bijouterie du théâtre. Vous vous êtes dit alors que si votre costume était celui d'Arlequin, l'arrivée d'un policeman n'aurait rien d'incongru. Le digne officier venant du poste de Putney pour vous arrêter est donc tombé dans le piège le plus curieux que l'on ait jamais tendu dans ce monde. Lorsque la porte d'entrée s'est ouverte, il est tombé sur une scène de pantomime de Noël, où l'Arlequin, tout en dansant, pouvait le frapper, l'assommer, l'étourdir et l'endormir, sous les applaudissements et les rires des gens les plus respectables de Putney.
Oh, vous ne ferez jamais rien de mieux. Et maintenant, à propos, vous devriez me rendre ces diamants. » La branche verte sur laquelle se balançait la figure éclatante brûit comme par surprise, mais la voix continua. « Je désire que vous me les rendiez, Flambeau, et je désire que vous abandonniez cette vie. Il y a encore en vous de la jeunesse, de l'honneur et de la gaieté. Ne croyez pas que vous les garderez longtemps si vous continuez ce métier. On peut conserver un certain niveau de vertu, mais on n'a jamais pu conserver un certain niveau de vice. Cette route descend toujours plus bas. L'homme bon se met à boire et devient cruel. L'homme sincère tue et déguise son crime sous le mensonge. J'en ai vu beaucoup, comme vous, qui ont commencé par être d'honnêtes hors la loi, de joyeux voleurs dépouillant le riche du fardeau de ses richesses, et qui ont fini dans la boue. Maurice Bloom était au début un anarchiste plein de principes, un père pour le pauvre. Il a fini comme un sale espion, un mouchard, également méprisé par les deux camps. Harry Bourke, lorsqu'il a commencé son mouvement d'argent libre, était plein de sincérité. Il boit aujourd'hui aux dépens d'une sœur misérable, d'innombrables bandits. Lord Amber s'est jeté dans la pègre, comme dans une sorte de chevalerie. Il est aujourd'hui la proie des plus vils maîtres chanteurs de Londres. Avant vous, le capitaine Barillon était le premier gentleman apache de son temps. Il est mort dans un cabanon, hurlant de peur à la pensée des délateurs et des receleurs qu'il avait trahis et ruinés. Je sais que les bois ont l'air d'être libres derrière vous, Flambeau. Je sais qu'en un instant, vous pourriez vous y évanouir, comme un singe. Mais un jour viendra où vous serez un vieux singe gris. Vous resterez alors blotti dans votre libre forêt, le cœur froid, sentant venir la mort, et les sommets des arbres seront dépouillés de feuilles. Rien ne bougea, comme si le petit homme en bas tenait l'autre dans l'arbre, à l'aide d'une longue laisse invisible. Il continua. « Vous avez déjà commencé à décliner. Vous vous vantiez de ne jamais rien faire de vil, mais vous faites quelque chose de vil ce soir. Vous permettez que le soupçon pèse sur un garçon honnête, qui, de par ses idées, devait déjà être suspect. Vous le séparez de la femme qu'il aime et qu'il aime, mais vous risquez de faire pis que cela avant de mourir. » 3 diamants étincelants tombèrent de l'arbre, sur la pelouse. Le petit homme se baissa pour les ramasser, et lorsqu'il se redressa, l'oiseau d'argent avait déjà quitté la cage verte des branches. Grâce à la découverte des diamants ramassés par hasard par le père Brown, la soirée se termina en triomphe, et sir Léopold, au comble de la bonne humeur, alla jusqu'à dire au prêtre que, quoiqu'il eût lui-même des vues plus larges, il n'en avait pas moins un certain respect pour ceux que leur foi oblige à se cloîtrer et à tout ignorer du monde. Fin. L'histoire s'intitule « L'étrange crime de John Boulnois ». Monsieur Calhoun Kidd était un très jeune homme au visage de vieillard, aux traits asséchés par sa propre impatience, encadré de cheveux bleu nuit et d'un nœud papillon noir. Il était le correspondant pour l'Angleterre du Soleil de l'Ouest, l'impressionnant quotidien américain, également baptisé par dérision l'Aube du crépuscule. Il s'agissait là d'une allusion à la déclaration d'un grand journaliste. Elle était attribuée à M. Kidd en personne, qui considérait que le soleil pourrait se lever à l'ouest si les Américains se remuaient un peu plus. Ceux néanmoins qui se moquent du journalisme américain, du point de vue de tradition plus feutrée, ignorent un certain paradoxe qui le rachète en partie. Car alors que le journalisme des États-Unis se permet une vulgarité de comédie dépassant de loin celle du journalisme britannique, il montre également une attirance réelle pour les problématiques intellectuelles plus poussées, dont les journaux anglais sont dépourvus, ou plutôt incapables. Le Soleil était rempli de sujets les plus solennels, traités de la façon la plus pittoresque. William James y figurait comme Willy le Lat, et les pragmatistes alternaient avec les pugilistes dans la longue succession des portraits. Ainsi, lorsqu'un homme d'Oxford très effacé, du nom de John Boulnois, écrivit dans une revue on ne peut plus illisible, baptisée The Natural Quarterly, une série d'articles sur les points prétendument faibles du darwinisme, aucun journal britannique n'y prêta la moindre attention, et ce en dépit du fait que la théorie de Boulnois
qui disait qu'un univers relativement stable était occasionnellement touché par les convulsions du changement et jouit d'un certain prestige sur les bancs d'Oxford, et d'aucuns en étaient même venus à le qualifier de catastrophisme. Mais de nombreux journaux américains saluèrent cette théorie comme un événement majeur, et Le Soleil chanta les louanges de M. Boulnois à longueur de page. À la suite du paradoxe précédemment évoqué, des articles aussi intelligents qu'enthousiastes parurent avec des manchettes visiblement rédigées par un malade mental illettré, comme par exemple « Darwin dans les cordes, le critique Boulnois prétend l'avoir mis KO » ou « Le catastrophisme pour tous, dit le penseur Boulnois ». Et M. Callum Kidd, du Soleil de l'Ouest, fut sommé de transporter son nœud papillon et son visage lugubre jusqu'à la petite maison des environs d'Oxford, où vivait le penseur Boulnois, dans l'heureuse ignorance d'un tel titre. Quelque peu abasourdi, le philosophe marqué par la destinée avait consenti à recevoir le journaliste, et lui avait donné rendez-vous ce soir-là à 9h. Les dernières lueurs d'un crépuscule d'été illuminaient comme nord et les collines basses et boisées. Le Yankee sentimental, un peu hésitant, sur le chemin à prendre, et éprouvant de la curiosité pour le voisinage, avisa la porte ouverte d'une authentique auberge féodale de campagne, The Champion's Arms, et il s'y arrêta pour se renseigner. Une fois dans le bar, il actionna la sonnette et dut patienter un certain temps avant d'obtenir une réponse. Sa seule autre compagnie était un homme maigre, aux cheveux roux coupés courts et aux vêtements négligés de palefrenier, qui buvait un très mauvais whisky en fumant un très bon cigare. Le whisky était bien évidemment le premier choix du Champion Arms. Quant au cigare, il avait certainement dû l'apporter de Londres. Rien n'aurait pu être plus différent que sa négligence effrontée, comparée au classicisme soigné du jeune Américain. Mais quelque chose dans son stylo et son calepin ouvert, et probablement dans l'expression de son regard bleu et vif, permit à Kidd d'en déduire, à bon escient, qu'il s'agissait d'un collègue journaliste. « Auriez-vous l'amabilité, demanda Kidd avec la courtoisie caractéristique de son pays, de m'indiquer le chemin de Grey Cottage, où réside M. Boulnois. »« C'est à quelques yards en descendant la route, répondit le rouquin, en ôtant son cigare de la bouche. Je vais m'y rendre dans un instant, mais je compte d'abord aller à Pendragon Park, pour essayer d'y voir les réjouissances. »« Qu'est-ce que Pendragon Park ?»« La demeure de Sir Claude Champion. »« Ce n'est pas la raison de votre présence ?» demanda l'homme en levant les yeux. « Vous êtes journaliste, non ?»« Je suis venu voir M. Boulnois, fit Kidd. »« Et moi, Madame Boulnois, rétorqua l'autre, mais je ne la trouverai sûrement pas chez elle. » Et il rit de manière assez désagréable. « Êtes-vous intéressé par le catastrophisme ?» demanda le Yankee avec une pointe d'étonnement. « Je m'intéresse plutôt aux catastrophes, et il va y en avoir quelques-unes, » répondit son interlocuteur avec une mine sinistre. « Je fais un sale boulot et je n'ai jamais prétendu le contraire. » Sur ces paroles, il cracha par terre, et pourtant, en le voyant agir de la sorte à cet instant, on devinait qu'il avait reçu une bonne éducation. Le journaliste américain le considéra plus attentivement. Il avait un visage pâle qui portait les stigmates d'une vie dissolue et la promesse de formidables passions à venir. Mais ses traits étaient intelligents et sensibles. Ses vêtements étaient grossiers et négligés. Mais une chevalière ornait l'un de ses longs doigts fins. Son nom apparut lors de la conversation était James Dalroy, fils d'un propriétaire terrien irlandais ruiné. Il était attaché à un journal d'opposition pour lequel il avouait un franc mépris, le Smart Society, où il exerçait la tâche de journaliste et en quelque sorte d'espion, ce qu'il supportait mal. Smart Society, j'ai le regret de le dire, ne montrait pas le même intérêt aux thèses de Boulnois sur Darwin que le Soleil de l'Ouest, qui les portait au nu. Dalroy s'était rendu en ces lieux, semble-t-il, pour humer l'odeur d'un scandale qui pouvait très bien conduire au tribunal des divorces, mais qui rôdait pour l'heure entre Grey Cottage et Pendragon Park. Les lecteurs du Soleil de l'Ouest connaissaient Sir Claude Champion, aussi bien que John Boulnois, au même titre que le pape ou le gagnant du derby. Mais le fait qu'ils se connaissaient intimement aurait paru à Kidd d'une idée incongrue. Il avait entendu parler de Sir Claude Champion, et écrit à son sujet qui plus est, en prétendant abusivement le connaître, comme l'un des représentants du Gotha les plus brillants et fortunés d'Angleterre.
comme un fin sportif qui naviguait à bord de ses yachts aux quatre coins du monde, comme un grand voyageur qui écrivait des livres sur l'Himalaya, comme un homme politique qui balayait des institutions avec une conception saisissante de la démocratie tory, et enfin comme un amateur éclairé en art, en musique, en littérature et par-dessus tout, en théâtre. Sir Claude Champion était un homme formidable aux yeux de quiconque n'était pas américain. Il avait quelque chose d'un prince de la Renaissance par sa culture insatiable et sa soif de reconnaissance. Ce n'était pas seulement un amateur éclairé, mais un amateur ardent. On ne trouvait en lui rien de cette frivolité d'antiquaire que l'on qualifie souvent du mot dilettante. Ce profil pur de faucon à l'œil italien charbonneux, si souvent photographié sur le compte du Smart Society et du Soleil de l'Ouest, offrait à tous l'impression d'un homme rongé d'ambition, comme par un incendie, voire une maladie. Mais si Kidd en connaissait un rayon au sujet de Sir Claude, bien plus en réalité qu'il en fallait, il ne lui serait jamais venu à l'esprit d'associer, même dans ses rêves les plus fous, un aristocrate aussi flamboyant au fondateur fraîchement découvert du catastrophisme, ou même imaginer que Sir Claude Champion et John Boulnois puissent être intimes, ce qui, selon les dires de Dalroy, était pourtant le cas. Ils avaient fait les 400 coups, au collège et au lycée, et bien que leur destinée sociale ait été très différente, Champion était un grand propriétaire foncier, presque millionnaire, tandis que Boulnois n'était qu'un érudit sans le sou, et inconnu jusqu'à récemment. Ils entretenaient toujours d'excellents rapports. En effet, le cottage de Boulnois était situé juste en dehors des grilles de Pendragon Park. Mais l'idée que les deux hommes puissent encore être amis paraissait plutôt saugrenue. 1 ou 2 ans auparavant, Boulnois avait épousé une superbe actrice qui s'était fait un nom, et à laquelle il était très attaché à sa manière, timide et solennelle. Mais le voisinage de la demeure de Champion avec celle du ménage avait engendré une situation de célébrité tapageuse d'une façon qui ne pouvait manquer de susciter une curiosité aussi fâcheuse que malsaine. Sir Claude avait poussé l'art de la publicité à la perfection, et il semblait prendre un malin plaisir à mener ostensiblement une intrigue qui ne pouvait aucunement lui faire honneur. Les valets de pied de Pendragon livraient sans cesse des bouquets pour Madame Boulnois. Des voitures et des automobiles se rendaient continuellement au cottage pour y prendre Madame Boulnois. Des voitures et des automobiles se rendaient continuellement au cottage pour y prendre Madame Boulnois. Les mascarades étaient constamment organisées sur les terres du baronnet, et il y paradait avec Madame Boulnois à son bras, comme si elle était la reine de l'amour dans un concours de beauté. Ce soir-là, originellement prévu par M. Kidd pour entendre un exposé sur le catastrophisme, avait été retenu par Sir Claude Champion pour donner une représentation en plein air de Roméo et Juliette, où il devait interpréter Roméo auprès d'une Juliette qu'il est inutile de nommer. Selon moi, ça ne peut finir que par un scandale, déclara le jeune homme aux cheveux roux en se levant pour s'étirer. Le bonhomme Boulnois est peut-être conciliant, à moins qu'il ne soit naïf. Et s'il est naïf, il est aveugle, ce qui me paraît improbable. C'est un homme d'une très grande intelligence, fit Calhoun Kidd d'une voix profonde. Oui, répondit Dalroy, mais même un homme d'une grande intelligence peut se comporter comme un idiot. Vous y allez? Je vais vous emboîter le pas dans 1 minute ou 2. Mais Calhoun Kidd, ayant terminé son lait au soda, se dirigea d'un pas décidé en direction de Grey Cottage, laissant son cynique informateur à son whisky et à son tabac. Les dernières lueurs du jour s'étaient évanouies. Le firmament était d'un gris vert sombre, couleur d'ardoise, piqué çà et là d'une étoile, mais plus clair sur la gauche, avec la promesse d'un lever de lune. Le Grey Cottage, prisonnier d'un carré de haies épineuses, rigides et hautes, était si près des pins et des palissades, du parc, que Kidd le confondit tout d'abord avec la maison du gardien de Pendragon Park. Mais après avoir découvert un nom sur l'étroite porte en bois du jardin, et constaté à sa montre que l'heure du rendez-vous avec le penseur avait sonné, il s'avança et toqua à la porte d'entrée. Une fois dans le jardin, il vit que la maison, bien que sans prétention, semblait plus vaste et plus luxueuse que ce qui lui avait paru de prime abord, et ne ressemblait en rien à une loge de gardien. Un chenil et une ruche se trouvaient à l'extérieur, tels des symboles de la vie rurale de l'Angleterre éternelle. La lune se levait derrière une plantation de splendides poiriers. Le chien qui sortait du chenil
avait une attitude respectueuse et ne daigna pas aboyer. Le domestique, qui lui ouvrit la porte, âgé et sans affaîtrie, fut laconique, mais digne. « Monsieur Boulnois m'a prié de vous présenter ses excuses, monsieur, dit-il, mais il a été contraint de sortir précipitamment. »« Mais j'avais rendez-vous avec lui, voyez-vous, » fit l'intervieweur en haussant le ton. « Savez-vous où il est allé ?»« À Pendragon Park, monsieur, » répondit sombrement le domestique, en s'apprêtant à fermer la porte. Kidd sursauta légèrement. « Est-il parti avec madame, avec les autres invités ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. « Non, monsieur, » rétorqua sèchement l'homme. « Il ne les a pas accompagnés. Puis, il est sorti tout seul. » Et il ferma la porte brutalement, mais avec un petit air fautif. L'Américain, ce curieux mélange d'impudence et de sensibilité, était embêté. Il ressentit le profond désir de tous les bousculer un peu et de leur apprendre les usages en affaires. Le vieux chien placide, le vieux majordome grisonnant au regard grave, avec son plastron préhistorique, la vieille lune endormie et par-dessus tout le vieux philosophe étourdi, incapable de respecter un rendez-vous. Oui, c'est ainsi qu'il se comporte. Il manque de perdre le dévouement de son épouse, dit M. Calhoun Kidd. Mais il est peut-être parti pour faire un peu de raffut. Auquel cas, j'estime que le représentant du Soleil de l'Ouest doit se rendre sur place. Et tournant au coin près du portail ouvert, il se mit en chemin, arpentant la longue allée de pins qui montait en pente raide vers les jardins intérieurs de Pendragon Park. Les arbres étaient aussi noirs et ordonnés que des plumes sur un corbillard. On distinguait encore quelques étoiles. C'était un homme aux associations d'esprit plus littéraires que naturelles, et le mot Ravenswood lui vint plusieurs fois à l'esprit. C'était en partie dû à la couleur noire des pins, mais également à l'indescriptible atmosphère décrite dans la grande tragédie de Scott, le parfum de quelque chose qui était mort au XVIIIe siècle, celui de jardins humides et d'urnes brisées, de torts jamais redressés, d'une tristesse incurable parce qu'étrangement irréelle. Plus d'une fois, alors qu'il gravissait cette insolite allée noire, si dramatique d'apparence, il s'immobilisa aux aguets, pensant avoir entendu le bruit de pas devant lui. Et il ne pouvait rien distinguer d'autre que les deux sombres murailles de pins et un coin de ciel étoilé par-dessus. Il se crut tout d'abord victime de son imagination, ou trompé par l'écho de ses propres pas. Mais en poursuivant son chemin, il en arriva bientôt à la conclusion, en rassemblant ses esprits, que quelqu'un d'autre avançait sur la route. Il songea vaguement à des fantômes, et fut étonné de pouvoir discerner si vite l'image d'un spectre local de circonstance, un revenant au visage aussi blanc que celui d'un pierrot, mais vêtu de noir. La pointe du triangle de ciel sombre s'éclaircit et bleuit, mais il n'avait pas encore pris conscience qu'il en était ainsi, parce qu'il approchait des lumières de la grande maison et du jardin. Il sentit seulement l'atmosphère devenir plus intense. Il y avait dans la tristesse plus de violence et de mystère, et de... Il hésita à employer le mot, et le prononça enfin avec un éclat de rire. De catastrophisme. D'autres pins encore et d'autres sentiers défilèrent devant lui. Puis il se figea enfin, comme par magie. Il serait présomptueux de dire qu'il se sentait comme plongé dans un rêve, mais cette fois il fut persuadé d'avoir pénétré à l'intérieur d'un livre, car nous autres humains avons l'habitude des choses qui n'ont ni queue ni tête. Nous sommes accoutumés au tapage de l'incongruité. C'est un vacarme qui ne nous empêche pas de dormir. Si une chose naturelle advient, elle nous réveille comme le son d'un parfait accord. Or, une chose se produisit, comme elle aurait pu arriver dans un conte oublié. Par-dessus les pins noirs, une épée nue vola et scintilla sous la lumière de la lune. Une de ces rapières brillantes et fines qui auraient pu être utilisées dans ce parc vénérable pour nombre de duels arbitraires. Elle atterrit sur le sentier, loin devant lui, et resta là, étincelante, semblable à une grande aiguille. Kidd courut comme un lièvre et se pencha pour l'observer. Vue de près, elle ressemblait davantage à une épée factice. Les gros rubis sur le manche et la garde avaient un air douteux, mais sur la lame, les gouttes rouge sang étaient absolument authentiques. Le journaliste regarda fiévreusement dans la direction d'où provenait le missile étincelant et constata qu'à cet endroit, le front noir de pins et de sapins était coupé par une route plus petite, à angle droit, qui menait, lorsqu'il l'emprunta, à la longue demeure éclairée, devant laquelle se trouvait un bassin et des fontaines. Il n'y prêta toutefois pas attention,
car il avait quelque chose de bien plus intéressant à examiner. Au-dessus de lui, à l'angle du talus de verdure escarpée d'un jardin en terrasse, se trouvait l'une de ces petites surprises pittoresques que l'on trouve fréquemment dans les parcs anciens. Une sorte de petite colline ronde, ou un dôme de verdure ressemblant à une taupinière géante, entourée et couronnée de 3 haies concentriques de roses, et équipée en son point culminant d'un cadran solaire. Kidd put voir l'aiguille du cadran dressée sur le fond du ciel telle la nageoire dorsale d'un requin, et un rayon de lune dérisoire accroché à cet ustensile superflu. Mais pendant un court instant, Kidd aperçut quelque chose d'autre qui s'y accrochait, la silhouette d'un homme. Bien qu'il ne la vît que très furtivement, et bien qu'elle fût recouverte de la tête aux pieds par un costume rouge foncé, piqueté d'or incroyablement exotique, Kidd sut immédiatement de qui il s'agissait. Ce visage blême, levé vers le ciel, rasé de près, si étonnamment jeune, comme celui d'un Byron affublé d'un nez romain, des boucles noires déjà grisonnantes, il avait vu les 1000 portraits officiels de Sir Claude Champion. L'extravagante silhouette rouge chancela un instant contre le cadran solaire, puis elle roula au bas de la terrasse et vint s'échouer aux pieds de l'Américain, remuant faiblement un bras. Sur ce bras, un ornement d'or voyant et artificiel évoqua soudain à Kidd Roméo et Juliette. Il apparaissait évident que le costume cramoisi faisait partie de la pièce, mais l'on distinguait une longue traînée rouge le long du talus, d'où l'homme avait chuté, et cela ne faisait pas partie de la pièce. Il avait été percé de part en part. M. Calhoun Kidd appela et appela encore. Il eut une fois de plus l'impression d'entendre des pas de fantôme, et il sursauta en découvrant qu'une nouvelle silhouette était déjà près de lui. Il reconnut la personne, mais fut tout de même effrayé. Le jeune débauché qui s'était présenté sous le nom de Dalroy semblait horriblement calme. Si Boulnois manquait des rendez-vous qui avaient été pris, Dalroy arborait plutôt une mine sinistre, pour honorer des rendez-vous qui n'avaient pas été fixés. Le clair de lune décolorait l'aspect des choses. Le pâle visage de Dalroy, qu'encadraient des cheveux roux, n'apparaissait plus blanc, mais verdâtre. Tout cet impressionnisme morbide pouvait expliquer le cri brutal de Kidd, qui s'exclama contre toute raison. « C'est vous qui avez fait cela, démon !» James Dalroy sourit de son rictus déplaisant. Mais avant qu'il ait pu prendre la parole, la silhouette gisante remua à nouveau le bras, indiquant vaguement la direction où l'épée était tombée. Puis elle gémit et balbutia. « Boulnois, je dis Boulnois. C'est Boulnois qui l'a fait. Il était jaloux. Il était... Kidd pencha la tête pour mieux entendre, et parvint à saisir les mots suivants. « Boulnois, avec ma propre épée. C'est lui qui l'a lancé. » Une nouvelle fois, la main défaillante fit un mouvement vers l'épée, puis retomba avec un bruit mat, inerte. Du tréfonds de Kidd pointa cet humour acerbe, qui est le sel étrange du caractère profondément sérieux de sa race. « Voyons, fit-il sèchement et avec autorité. Vous devriez aller chercher un médecin. Cet homme est mort. Et également un prêtre, je présume, dit Dalroy d'une voix indéchiffrable. Tous les champions sont des papistes. L'Américain s'agenouilla près du corps, palpa le pouls, souleva la tête et s'efforça en vain de le ranimer. Mais avant que le second journaliste ne réapparaisse, suivi d'un docteur et d'un prêtre, il s'était déjà préparé à déclarer qu'ils arrivaient trop tard. « Et vous, êtes-vous également arrivé trop tard ?» demanda le docteur, homme solide et prospère portant une moustache et des favoris banals, mais doté d'yeux vifs qui fixaient Kidd d'un air soupçonneux. « Dans un sens, répondit l'émissaire du soleil, d'une voix traînante. Je suis arrivé trop tard pour le sauver, mais à temps pour recueillir quelque chose de fondamental. J'ai entendu l'homme dénoncer son assassin. »« Et qui était cet assassin ?» demanda le docteur en fronçant le sourcil. « Boulnois, répondit Calhoun Kidd, qui siffla doucement. Le médecin le considéra d'un œil sombre, et son front s'empourpra, sans toutefois le contredire. Puis le prêtre, une silhouette de plus petite taille, qui se tenait en retrait, déclara doucement. « J'ai cru comprendre que M. Boulnois ne se rendait pas à Pendragon Park ce soir. » « Une fois encore, fit le Yankee d'un air résolu, je peux peut-être vous révéler un fait ou deux. Oui, monsieur, John Boulnois était censé demeurer chez lui toute la soirée. Il m'y avait fixé rendez-vous. Mais John Boulnois a changé d'avis. John Boulnois a brusquement quitté sa maison tout seul et s'est rendu dans ce fichu parc il y a environ 1 heure. C'est son majordome qui me l'a appris. Je pense que nous tenons là ce que la police
dans sa grande sagesse, appelle un indice. Avez-vous lancé une recherche? Oui, répondit le docteur, mais nous n'avons encore prévenu personne. Madame Boulnois est-elle au courant? Demanda James Dalroy, et de nouveau Kidd fut surpris d'un désir irrationnel d'envoyer son poing sur sa bouche méprisante. Je lui ai rien dit, répondit le médecin d'un ton bourru, mais voilà la police. Le petit prêtre avait fait quelques pas dans l'allée principale, et il revint avec l'épée volante, qui semblait ridiculement large et théâtrale, entre les mains de cet homme courteau, à la mine à la fois cléricale et banale. En attendant que la police arrive, fit-il comme s'il s'excusait, quelqu'un a-t-il une lampe? Le journaliste Yankee sortit une torche électrique de sa poche, et le prêtre l'approcha du milieu de la lame pour l'examiner soigneusement. Puis, sans même regarder la pointe ou le pommeau, il tendit la grande arme au docteur. « Je crains de n'être d'aucune utilité, » dit-il en soupirant légèrement. « Permettez-moi de vous souhaiter bonne nuit, messieurs. » Et il remonta l'allée obscure vers la demeure, les mains dans le dos et sa grosse tête baissée, perdue dans ses réflexions. Le reste du groupe se rua jusqu'à la grille, où un inspecteur et 2 agents s'entretenaient avec le gardien. De son côté, le petit prêtre ralentit la cadence sous le sombre cloître de pin, pour finalement s'immobiliser sur le pas de la porte. C'était sa façon silencieuse de montrer qu'il s'était aperçu d'une autre approche tout aussi silencieuse, car venait à lui une apparition qui aurait satisfait le souhait de Calonne Kidd de rencontrer un revenant beau et aristocratique. Il s'agissait d'une jeune femme parée de satin argenté, d'inspiration Renaissance. Elle portait 2 tresses de cheveux dorés, qui encadraient un visage si étonnamment pâle qu'elle aurait pu être chryséléphantine, c'est-à-dire faite d'or et d'ivoire, comme les statues grecques de l'Antiquité. Mais ses yeux étaient très vus, et sa voix, bien que basse, était pleine d'assurance. « Père Brown ?» demanda-t-elle. « Madame Boulnois ?» répondit-il gravement. Puis il la regarda et reprit aussitôt. « Vous savez ce qui est arrivé à sœur Claude, à ce que je vois. »« Comment avez-vous deviné que je le sais ?» demanda-t-elle avec calme. Il ne répondit pas à la question, mais en posa une nouvelle. « Avez-vous vu votre mari ?»« Mon mari est à la maison, fit-elle. Il n'a rien à voir là-dedans. » De nouveau, il ne répondit pas, et la femme s'approcha plus près de lui, la mine étonnamment résolue. « Puis-je ajouter quelque chose ?» demanda-t-elle avec un sourire plutôt craintif. « Je ne pense pas qu'il ait commis un tel acte, et vous-même, vous ne le pensez pas non plus. » Le père Brown lui rendit son regard en la fixant longuement et gravement. Puis il acquiesça encore plus gravement. « Père Brown, » fit la dame, « je vais vous raconter tout ce que je sais, mais j'aimerais tout d'abord que vous m'accordiez une faveur. Pourriez-vous me dire pourquoi vous n'avez pas tout de suite conclu à la culpabilité de ce pauvre John, comme tous les autres? N'ayez surtout pas peur de parler, je connais les ragots, et j'ai bien conscience que les apparences sont contre moi. » Le père Brown parut vraiment embarrassé et se passa une main sur le front. « Il y a 2 petites choses, fit-il. L'une est tout à fait insignifiante et l'autre est très floue. Mais telle qu'elle, elle ne colle pas avec l'idée de M. Boulnois, meurtrier. » Il leva son visage rond et lisse en direction des étoiles et poursuivit d'un air absent. « Commençons par la floue. J'ai tendance à accorder beaucoup d'importance aux idées floues. Toutes ces choses qui ne sont pas des preuves. Voilà qui est convaincant à mes yeux. Selon moi, l'impossibilité morale est la plus grande des impossibilités. Je connais à peine votre mari, mais je pense que ce crime, dont on le croit coupable, présente réellement une impossibilité morale. Ne croyez pas pour autant que je puisse penser que Boulnois soit incapable d'une vilainie pareille. N'importe qui peut être malveillant, aussi malveillant qu'il souhaite l'être. Nous pouvons diriger nos volontés morales, mais nous ne pouvons généralement pas changer nos goûts instinctifs et nos manières d'agir. Boulnois pourrait commettre un crime, mais pas celui-là. Il ne tirerait pas l'épée de Roméo de son romantique fourreau, ni ne poignarderait son ennemi sur le cadran solaire comme une sorte d'autel, ni n'abandonnerait son corps parmi les roses, ou jetterait l'épée parmi les pins. Si Boulnois devait tuer quelqu'un, il le ferait calmement et sans finesse, comme il ferait toute autre chose discutable. Prendre un 10e verre de Porto, ou lire un vague poète grec? Non, cette manière romantique ne ressemble pas à Boulnois. Elle ressemble davantage à Champion. « Ah !» s'écria-t-elle en posant sur lui des yeux semblables à 2 diamants. « Et l'aspect insignifiant est celui-ci, reprit Brown. Il y avait des empreintes digitales sur cette épée. Les empreintes digitales peuvent être détectées longtemps après avoir été faites sur une surface polie comme le verre ou l'acier. Celle-ci figurait sur une surface polie, au milieu de la lame de l'épée. J'ignore royalement à qui elles appartenaient. Mais
Qui aurait l'idée d'empoigner une lame par le milieu? C'était une longue épée, mais la longueur constitue un avantage lorsqu'on s'attaque à un ennemi, tout au moins à la plupart des ennemis. Tous les ennemis, sauf un. Sauf un, répéta-t-elle. Il n'y a qu'un ennemi, déclara le père Brown, qui est plus simple de tuer avec un poignard qu'avec une épée. Je sais, dit la femme. Soi-même. S'ensuivit un long silence, puis le prêtre dit tranquillement mais fermement. Dans ce cas, ai-je raison? Sir Claude s'était-il donné la mort? Oui, répondit-elle avec un visage de marbre. Je l'ai vu le faire. Il est mort, reprit le père Brown, par amour pour vous. Une expression étonnante passa sur le visage de la femme, qui n'avait rien à voir avec la pitié, la modestie, le remords, ni rien de ce à quoi aurait pu s'attendre son interlocuteur. Sa voix vibra soudain, forte et pleine. « Je ne pense pas, dit-elle. Il n'avait que faire de ma personne, et il haïssait mon époux. »« Pour quelle raison ?» demanda l'autre en délaissant les étoiles pour tourner son visage rond vers la jeune femme. « Il haïssait mon mari parce que... » C'est tellement étrange, je ne sais pas quoi dire. Parce que... Oui, demanda patiemment Brown. Parce que mon mari ne le haïssait pas. Le père Brown opina, semblant écouter. Il se distinguait de la plupart des détectives dans la réalité et la fiction sur un point particulier. Il ne prétendait jamais ne pas comprendre lorsqu'il comprenait parfaitement bien. Madame Boulnois se rapprocha encore davantage et déclara sur le même ton de certitude. « Mon mari, dit-elle, est un grand homme. Sir Claude Champion n'était pas un grand homme. C'était un homme adulé qui avait réussi. Mon époux n'a jamais été adulé, comme il n'a jamais connu le succès. Et je dois, à la vérité, de dire qu'il n'en a jamais rêvé. Il ne s'attendait pas plus à devenir célèbre pour son intelligence que pour les cigares qu'il fumait. De ce côté-là, il fait montre d'une magnifique imbécilité. Il n'a jamais grandi. Il aimait toujours Champion, exactement de la même façon qu'il l'aimait à l'école. Il l'admirait comme il aurait admiré un tour de passe-passe au cours d'un dîner. Mais il ne pouvait imaginer d'envier Champion. Et Champion désirait qu'on l'envie. Cela l'a rendu fou, et il s'est donné la mort pour cela. « Oui, déclara le père Brown, je crois que je commence à comprendre. »« Oh, vous voyez, n'est-ce pas ?» s'écria-t-elle. Toute la scène a été arrangée dans ce but précis, et l'emplacement a été choisi pour cette raison-là. Champion a installé John devant sa propre porte, dans une petite maison, comme s'il était une personne à charge, pour lui faire prendre conscience de son échec, ce qu'il n'a jamais fait. Il ne pense pas plus à de telles choses qu'un lion distrait. Champion faisait irruption aux moments les plus importants, ou durant nos repas les plus simples, avec un somptueux présent, une nouvelle formidable ou une merveilleuse expédition, qui le faisait apparaître comme le calife Haroun el-Rachid. Et John acceptait, ou refusait aimablement avec désinvolture, si l'on peut dire, tel un écolier fainéant se montrant d'accord ou pas d'accord avec un camarade. Au bout de 5 ans, John n'avait pas changé d'un iota, et Sir Claude Champion était devenu monomaniaque. Et Aman commença à leur parler, récita le père Brown, de tous les honneurs que le roi lui avait accordés, et il déclara « Mais tous ces bienfaits me sont de peu de prix, tant que je verrai Mardochée le Juif assis devant ma porte. » La crise est survenue, poursuivit madame Boulnois, lorsque j'ai convaincu John de rassembler certains de ses écrits et de les envoyer à une revue. Ils ont été remarqués, surtout en Amérique. Et un journal avait même l'intention de l'interviewer, lorsque Champion, qui était interviewé presque tous les jours, a entendu parler de cette miette de succès, échu à son inconscient rival, le dernier lien retenant sa haine diabolique s'est brisé. Puis il a entrepris le siège malsain de mon amour et de mon honneur, qui a fait jaser tout le comté. Vous allez me demander pourquoi j'ai accepté de telles attentions infâmes. Je vous répondrai que je ne pouvais pas les décliner sans fournir d'explications à mon époux. Et il existe certaines choses que la conscience est incapable de commettre. Comme le corps humain est incapable de voler. Personne n'aurait pu l'expliquer à mon mari. Personne ne pourrait le faire à présent. Si vous lui disiez de 1000 façons, Champion est en train de vous voler votre femme, il trouverait la plaisanterie un peu vulgaire, que cela puisse être tout sauf une blague. Cette idée ne trouverait pas une fissure dans son gros crâne pour y pénétrer. Eh bien, John souhaitait nous voir jouer ce soir, mais au moment de partir, il me dit qu'il préférerait rester là, qu'il avait un livre intéressant et un cigare. J'ai appris cela à Sir Claude, et ça a été le coup de grâce. Le monomaniaque a paru sur le champ frappé de désespoir.
et s'est poignardé lui-même en pleurant comme un diable que Boulnois l'avait assassiné. Il gît mort dans le jardin, tué par sa propre jalousie, de vouloir engendrer la jalousie. Et John est assis dans la salle à manger, plongé dans un livre. Il y eut un nouveau silence, puis le petit prêtre finit par déclarer: « Il reste seulement un point faible, ma chère madame Boulnois, dans votre compte-rendu si vivant. Votre mari n'est pas assis dans la salle à manger, plongé dans un livre. Le reporter américain m'a dit s'être rendu chez vous, et votre majordome lui a appris que M. Boulnois s'était finalement rendu à Pendragon Park. » Ses yeux brillants s'ouvrirent en grand et étincelèrent d'un éclat presque électrique, sous le coup de l'ahurissement, plus que de la confusion ou de la peur. « Quoi? Qu'insinuez-vous par là? » s'écria-t-elle. Tous les domestiques étaient sortis pour assister à la représentation, et Dieu merci, nous n'avons pas de majordome. Le père Brown sursauta et fit volte-face, telle une toupie folle. « Quoi? Quoi? » s'écria-t-il comme animé par une énergie nouvelle. « Voyons, je veux dire, comment me faire entendre de votre époux si je me rends chez vous? »« Oh, les domestiques seront rentrés désormais, fit-elle avec surprise. »« très bien, rétorqua le prêtre avec détermination, en se ruant le long de l'allée menant à la grille. Il se retourna à mi-chemin et cria: « Mieux vaut mettre la main sur ce Yankee, ou le crime de John Boulnois fera la une de tous les journaux des États-Unis. »« Vous ne comprenez pas, fit remarquer madame Boulnois. Il n'y prêterait aucune attention. Pour lui, l'Amérique n'est pas un pays. » Lorsque le père Brown se présenta à la maison ornée de la ruche et du chenil, une jeune servante, bien proprette, le guida jusqu'à la salle à manger où M. Boulnois était assis, en train de lire, près d'un abat-jour, exactement comme son épouse l'avait décrit. Une carafe de Porto et un verre étaient disposés, à portée de main. Et dès l'instant où le prêtre pénétra dans la pièce, il prit le temps de remarquer la colonne de cendre qui restait intacte sur son cigare. Il est là depuis au moins une demi-heure, songea le père Brown. En réalité, il avait l'air de ne pas s'être levé de table, même après qu'elle eût été débarrassée. « Ne vous dérangez pas, monsieur Boulnois, déclara le prêtre de sa voix aimable et terre-à-terre. Je n'ai nullement l'intention de vous interrompre. J'ai peur de vous déranger dans vos travaux scientifiques. »« Pas du tout, répondit Boulnois. J'étais en train de lire Le Pouce Sanglant. » Et il prononça ces paroles sans sourire, ni froncer les sourcils, et son visiteur fut conscient, chez cet homme, d'une profonde indifférence masculine que sa femme qualifiait de grandeur. Il reposa son livre, un roman populaire à la couverture jaune décorée de taches de sang, se rendant si peu compte de son incongruité qu'il ne songea pas à risquer un commentaire humoristique. John Boulnois était un homme massif et lent, doté d'une tête massive, en partie chauve et en partie grisonnante, aux traits empâtés. Il était vêtu d'un costume de soirée râpé et complètement démodé, laissant entrevoir un petit triangle de plastron. Il l'avait revêtu dans le dessein premier d'aller voir sa femme incarner Juliette. « Je ne vous tiendrai pas longtemps, loin du pouce sanglant, ni de tout autre récit horrifique, » fit le père Brown dans un sourire. « Je suis simplement venu vous parler du crime que vous avez commis ce soir. » Boulnois le regarda fixement, et une barre rouge commença à s'esquisser sur son large front. Il avait tout d'un homme découvrant l'embarras pour la première fois de sa vie. « Je savais bien que c'était un crime étrange, » déclara Brown à voix basse. « Plus étrange qu'un meurtre, pour vous. Les petits péchés sont parfois plus difficiles à confesser que les gros, mais c'est pour cette raison qu'il est primordial de les confesser. Votre crime est commis 6 fois par semaine par toutes les hôtesses à la mode, et néanmoins, vous hésitez à l'avouer comme s'il s'agissait d'une innommable atrocité. »« On se sent tellement idiot, » dit lentement le philosophe. « Je sais, fit l'autre, mais on doit souvent choisir entre le fait de se sentir idiot et celui de l'être réellement. »« Je ne parviens pas à m'analyser moi-même, poursuivit Boulnois, mais d'être installé dans ce fauteuil, avec cette histoire, j'étais aussi joyeux qu'un écolier un jour de congé. C'était la sécurité, l'éternité. J'ai du mal à m'expliquer. Les cigares à ma portée, les allumettes à portée de main, le pouce qui fait 4 apparitions successives. Il ne s'agissait pas seulement de paix, mais de plénitude. Puis on a sonné, et j'ai songé pendant une longue et mortelle minute qu'il m'était impossible de quitter ce fauteuil. Impossible littéralement, physiquement et musculairement. Puis je me suis levé, comme un homme soulevant le monde, parce que je savais que tous les domestiques étaient sortis. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai vu un petit bonhomme,
la bouche ouverte pour parler et le calepin ouvert pour prendre des notes. Je me suis souvenu de ce journaliste yankee que j'avais oublié. Il portait l'arrêt au milieu, et je vous dirai que le meurtre... Je comprends, fit le père Brown. Je l'ai vu. Je n'ai pas commis de meurtre, poursuivit avec douceur le catastrophiste, mais seulement un parjure. J'ai prétendu être sorti dans Pendragon Park, et je lui ai refermé la porte au nez. Tel est mon crime, père Brown, et j'ignore la pénitence que vous allez m'infliger pour cet acte. Je n'infligerai aucune pénitence, déclara le prêtre, ramassant son lourd chapeau et son parapluie avec un petit air amusé. Mais plutôt le contraire. Je suis venu ici pour vous soulager de la pénitence légère qui, sinon, aurait suivi votre offense légère. Et quelle est cette pénitence légère? Demanda Boulnois en souriant, à laquelle j'ai eu la chance d'échapper. La pendaison, lui répondit le père Brown. Fin.